D'accord. fonctionne. Bien, bonjour à tous, tous ceux qui sont connectés. Voilà, je me présente, Mathias Le Goyeux, je suis le président de l'URPS Kiné. On est ce soir ensemble en visio pour parler du zonage, ce qui est quelque chose quand même d'important pour l'avenir de la profession et probablement plusieurs questions. Il y a déjà pas mal de questions qui ont été posées. Alors j'ai des messages qui arrivent dans tous les sens en même temps, voilà, qui ont été posés par les intervenants. Donc on va essayer d'y répondre un maximum. Avant de prendre toutes vos questions une par une, on va essayer parce que les collègues qui vont faire la présentation, je vais vous les présenter après, ont déjà tenté dans leur présentation de répondre à une grosse partie du questionnement qui était arrivé via le lien d'inscription. Et s'il y a d'autres questions, on y répondra après. Donc l'idée de cette soirée, c'est vraiment de vous faire un petit explicatif, un petit historique, une petite redite de comment on en est venu à mettre un zonage, comment est calculé le zonage, quelles sont les méthodologies utilisées pour le calcul du zonage. Voilà. Après, nous, l'URPS, on est en lien avec l'ARS directement sur le travail du zonage. On est en lien avec les prestataires de l'offre de soins. Et on vous rappellera que c'est le directeur général de l'ARS qui a la main à la fin là-dessus. Mais on est quand même en étroite collaboration avec les autorités de l'ARS à Lyon pour faire évoluer au mieux, en tout cas au mieux de ce qu'on pense pour la profession. Et c'est toujours intéressant de discuter avec la profession, donc avec vous, pour savoir, pour avoir des idées, pour avoir des questionnements, pour avoir des réponses à des questions qu'on se pose aussi nous quand on les rencontre, parce qu'on n'a pas toujours les informations concrètes des retours de terrain. On connaît quand même bien le territoire parce qu'on a un petit peu des élus partout, mais il y a toujours des petits secteurs où c'est pas forcément très évident. Donc c'est bien de participer, c'est bien que vous soyez présents ce soir, c'est bien d'avoir des remontées de terrain. Voilà, après, je vais laisser la parole à Philippe Thoriot, à Patrick Guyot, à David Van Outrive et Jordan Ibon, qui sont aussi en visio, en distanciel chez eux, qui sont les membres de la commission démographique. Alors, je vous rassure, il y a de temps en temps, ils vont vous parler un petit peu chinois, mais ils sont assez techniques et assez techniciens, assez pointus dans leur domaine de la démographie. Donc, n'hésitez pas à les arrêter si vous ne comprenez pas tout, parce que c'est vrai que parfois, c'est ultra technique, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des questions un peu de méthodologie, donc ils feront un plaisir de vous répondre. Voilà, donc j'espère que... voilà, n'hésitez pas à intervenir si c'est nécessaire. Il y a le chat, normalement, David va gérer le chat sur des questions. Donc, s'il y a des questions qui vous viennent au fil de l'eau, n'hésitez pas à les poser. Je vais laisser, je crois que c'est Philippe qui commence à la présentation. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Je vous reprends tout à l'heure parce que j'ai une autre obligation et je tâcherai de vous suivre un petit peu en distanciel. Et on a Axel à la technique qui, pour l'instant, j'espère que tout se passe bien. Voilà, Philippe, je te laisse la parole et je vous souhaite à tous une bonne soirée et j'espère que ça sera hyper constructif, que vous apprendrez plein de choses. Et n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions spécifiques. Merci à vous de participer, merci d'être présent et merci à l'équipe de la démographie d'avoir préparé cette soirée. Philippe, je te laisse la parole. Oui, merci Mathias. Bonsoir à tous. Donc, je suis donc Philippe Thoriot. Je suis à l'URPS depuis sa création, c'est mon 3e mandat, tout dans la commission démographie. Donc, j'ai vu se mettre en place le zonage quasiment depuis le début. Alors, le zonage, donc ce que je vais vous faire, moi, je vais essentiellement donc, vous parler un petit peu de l'historique du zonage, comment il s'est progressivement construit, hein, et ensuite, donc, ce qu'on a actuellement sur le terrain, et là où on va aller avec le dernier avenant qui a été signé, l'avenant 7, et de par cet avenant va découler un nouveau zonage, une nouvelle méthodologie de zonage qui aboutira à un zonage qui sera donc promulgué par le directeur général de l'ARS. Donc la première slide, alors de la démographie et de l'offre de soins à un accès pertinent et une régulation par le zonage. Tout ça, c'est très important parce qu'on met démographie, il faut vraiment mettre démographie et offre de soins face à face hein, pour bien cerner la problématique. Alors déjà, pourquoi, je reviens à mon historique, hein, parce que en fait, ces problèmes de démographie et d'offre de soins, ça date pour les kinés, ça date des années 2010, hein, où les institutions
les institutionnels ont commencé à s'occuper de ce problème-là, et d'abord avec les kinés et les infirmiers. Et le premier zonage qu'on a eu, c'est le zonage de l'avenant 3 en 2011. Hein, donc 2011, on a eu un zonage qui était partiellement retoqué par le Conseil constitutionnel, et du coup, c'est passé relativement inaperçu parce qu'en fait, tout ce qui était coercitif, notamment les zones surdotées, ont été retoquées. Donc, on avait de l'incitatif, mais pas du coercitif. Donc, on avait des zones sous-dotées qui étaient aidées. Hein, et du coup, il n'y avait pas de coercitif, tout le monde pouvait s'installer là où il voulait, et là où il y avait peu de kinés, on touchait des sous, c'était parfait. Par contre, donc avec l'avenant 5, ça c'est 2017, l'avenant 5, là, le directeur général de l'UNCAM, qui était Nicolas Revel à l'époque, il a bordé le truc beaucoup mieux, et du coup, ça n'a pas pu être retoqué, les zones surdotées ont été mises en place. Il y a des bruits. Merci. Donc, je disais que l'avenant 5 a mis en place donc le zonage qu'on a actuellement. C'est celui qu'on a aujourd'hui. Hein, voilà. Donc, tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait un problème sur certains territoires d'une inadéquation entre la démographie de population et celle de kiné. La population de kiné offre de soins. Hein. Et donc, je mets après un critère pertinent, un accès pertinent. Donc, l'accès, c'est l'accès à l'offre de soins, et on régule cette offre de soins par un zonage. Hein. Et donc, ça permet. Alors, la régulation par le zonage, en fait, on va prendre des kinés, on va empêcher les kinés d'aller sur certaines zones pour les faire circuler plus vers les zones où il y a moins de kinés. Voilà. Hein. Diapo suivante. Alors, qu'est-ce que c'est que la démographie, en fait? Donc, alors, la démographie, donc, il faut vraiment prendre en compte qu'il y a deux démographies, la démographie de professionnels de santé et la démographie de population de terrain. Hein. Et pour ces deux démographies, donc, il y a une structure. Alors, la structure, c'est quoi? La structure, on prend en compte l'âge, on prend en compte le volume de population, mais également la densité par habitant. Hein. Donc, là, on met les deux face à face. Par contre, également, aussi, on peut mettre la circulation, hein, la dynamique sur les territoires. Hein. Par exemple, la dynamique, ça peut concerner notamment certaines zones où vous avez des patients qui migrent. Hein, les périphéries des grandes villes, vous avez des gens qui vont aller bosser en ville, ils vont rentrer chez eux le soir. Alors là, ils vont aller chez le kiné ou en ville, ou sur le bassin de vie qui sera la commune où il habite. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut également cibler. Voilà, diapo suivante. Alors voilà, donc le zonage, alors on voit des petits mouchillons un petit peu partout, des confettis. Hein, donc ça, en fait, c'est le découpage. Donc le découpage, hein, le zonage sont des aires urbaines. Hein. On verra un petit peu plus tard. Hein, c'est des tout petits, des bassins de vie, en fait, on va le voir après. Hein, c'est un zonage par rapport à des aires urbaines. Voilà, diapo suivante. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc des besoins de la population doivent correspondre à une bonne offre de soins. Et en fait, parce que bon, on est parti de là, c'est parce qu'il tout simplement, il y avait des disparités sur les territoires. Alors, des disparités, ça ne veut pas forcément dire des disparités, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de kiné. Hein. Des zones sans habitants et sans kinés. Hein, il y a des zones où il y a beaucoup d'habitants, mais très peu de kinés. Hein, c'est aussi les dynamiques de population où il y a beaucoup de population. Hein, et il faut mettre en place, donc, où il y a beaucoup de monde, beaucoup de kinés, et où il y a moins de monde, peut-être moins de kinés. Mais ça, justement, c'est toute la problématique du zonage et des zones surdotées, sous-dotées et des déserts médicaux. Hein, diapo suivante, on va voir ça après. Alors, sur quelle base? Alors ça, c'est toute la problématique. Hein. Sur quelle base? Les URPS, nous, on a des budgets, hein, et avec ces budgets, on fait des enquêtes, on fait des études, hein, qui justement sont là pour expliquer à nos institutions, CPAM, assurance maladie
Et ARS, hein, on fait des études donc en prenant des kinés, en prenant le nombre de kinés, les volumes, les densités, on mélange tout ça avec les populations et on obtient des cartographies. Ça, on l'avait fait, l'étude géosanté, qu'on avait mis à jour. On a également fait des enquêtes, hein, notamment des enquêtes sur les zones surdotées. Hein, parce qu'il y a des collègues là, qui se sont émus de la problématique de ces zones surdotées, hein, maintenant, qui seront dites non prioritaires maintenant. Parce qu'effectivement, dans certaines zones où il y a beaucoup de kinés qui sont bloqués, il y a des délais qui sont jusqu'à plus d'un mois, 6 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le zonage mis en place par les institutions, il a tout simplement pris uniquement la problématique de la démographie, c'est-à-dire il y a beaucoup de kinés, donc s'il y en a beaucoup, à partir de quand est-ce qu'il y en a trop, ils ne se sont pas inquiétés du besoin en soins de la population. Hein. Et donc, la base, en fait, la base de l'assurance maladie de l'UNCAM et des avenants conventionnels, la base, en fait, c'est tout simplement un pourcentage de population. Hein. Ils ont pris les bassins de vie à plus forte densité et ils les ont bloqués, sans se soucier de savoir si c'était pertinent de les bloquer, c'est-à-dire si l'offre de soins était suffisante par rapport aux besoins de la population. Donc les méthodologies, ça on verra plus tard, et les études, je vous en ai parlé, donc l'URPS fait des études. Il y a également les syndicats signataires, eux aussi ont été amenés à faire certaines études. Hein. Voilà. Alors les déserts médicaux, hein, ça pourrait correspondre à ce qu'on appelle aux zones sous-dotées, il n'y a pas assez de kinés par rapport à la demande et aux besoins de la population. Alors, les déserts médicaux, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours interpellé, parce que tout le monde a certainement vu durant des années des élus qui allaient dans un endroit perdu au fin fond d'une campagne de l'Allier, du Puy-de-Dôme ou de Haute-Loire. Hein, en général, on prenait ça, ils étaient dans un endroit un peu perdu. Il y avait une magnifique maison de santé au milieu dans un village, ils allaient couper un ruban. Et voilà, les habitants, en général, on voyait des personnes âgées qui expliquaient que c'était bien parce que la ville était loin, etc. Sauf que les plus grands déserts médicaux qu'on a sur le territoire, c'est pas ça. C'est pas la diagonale du vide entre Bordeaux et Strasbourg. Ce sont souvent des territoires hyper denses. Et notamment les zones les plus en stress de kiné et de professionnels de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le pourtour du lac de Genève. Hein, c'est le pays de Gex et le retour aussi là, sur le département 73. Il y a des croissances démographiques extraordinaires. Hein, il y a une croissance démographique extraordinaire. C'est des territoires hyper dynamiques. Et le problème sur ces territoires, c'est que l'immobilier est si cher que les professionnels, ils n'y vont pas. Hein. Donc, peu de professionnels qui s'installent, énormément de frontaliers qui ont travaillé à Genève, et du coup, déserts médicaux et énormément de zones sous-dotées, très sous-dotées sur certains territoires, voire des centres-villes comme le centre de Lyon. Enfin bon, on va sortir d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais par exemple, Paris intramuros, c'est un désert médical. Enfin, je parle médical au sens large, de professionnels de santé. Hein. Voilà. Donc, diapo suivante. Alors oui, la méthodologie. Bon, là, j'ai mis juste que on va la dérouler après, la méthodologie du zonage. En fait, c'est la méthodologie, c'est ce qui permet de construire ce zonage, hein, le zonage kiné. Pour l'instant, la méthodologie, elle n'est toujours pas parue au journal officiel. Hein, donc la méthodologie, c'est pas le zonage, la méthodologie. Hein. La méthodologie, c'est le mode de construction. Donc, je vais juste récapituler une chose. On a les syndicats signataires des avenants conventionnels. Ils ont signé l'avenant 7, hein, qui a été signé l'année dernière. Et donc, dans cet avenant, il y a un volet démographique. Hein, et dans ce volet démographique, il y a une méthodologie qui est amenée à être mise en place. Cette méthodologie, c'est le ministère de la Santé
et lui seul qui la signe par un arrêté. Il y a un arrêté qui doit sortir et qui doit être signé, sortir. Bon, on l'attend toujours. Et tant que ça n'est pas sorti, on n'aura pas de zonage. Parce qu'il faut déjà que la méthodologie du zonage sorte pour ensuite, il y a encore un certain nombre de choses qui doivent s'échelonner, notamment des concertations et des avis avec les professionnels de santé. Et une fois que ces avis et ces concertations sont faites, après, il y a une publication qui sera possible. Mais pour l'instant, pas de méthodologie. Diapo suivante. Alors là, voilà. Bon, là, donc, on va rentrer dans la méthodologie. Donc, cette méthodologie, ce qu'on voyait tout à l'heure, là, c'est les petits confettis sur la carte. Donc, dans la méthodologie du zonage, donc cette méthodologie qui est ministérielle, elle délimite les zones sous-dotées et très sous-dotées. Et donc, la maille applicable de ces petits confettis, ce sont les bassins de vie et les cantons-villes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bassin de vie? Un bassin de vie, c'est une unité urbaine qui regroupe un certain nombre de services. Je crois, je ne me rappelle plus exactement, c'est 25 ou 30. Donc, c'est tout un tas de services médicaux, administratifs, etc. Et quand on a un nombre suffisant de services requis, eh bien, on a le bassin de vie. En fait, ce sont toutes les communes qui vont aller sur les mêmes bassins de vie. Et donc, dans un bassin de vie, vous aurez plusieurs communes. Et en fait, c'est des communes qui auront une attractivité par rapport à ces bassins de vie. C'est une espèce de diagramme ça ressemble à un oursin un peu. Les communes, on tire des traits et on voit où elles vont. Et si une commune va plus sur un pôle, elle sera raccrochée au bassin de vie. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et alors les cantons-villes, c'est exactement la même chose, sauf que ce sont des unités urbaines de plus de 30 000 habitants. Donc les gros bassins de vie, plus de 30 000, ce sont les cantons-villes. Et donc les bassins de vie de moins de 30 000, c'est des bassins de vie. Bon, c'est la même chose, sauf qu'à plus de 30 000, c'est cantons-villes. Voilà. Donc, alors, dans la méthodologie du zonage, on prend en compte donc des variables de territoire, c'est ce que je viens de dire, les bassins de vie cantons-villes, des variables d'activité kiné. Donc, ces variables d'activité kiné, c'est les activités et honoraires des kinés et des kinés. Donc, c'est un fichier donc, de l'assurance maladie. Des variables administratives. Là, c'est dans le fichier national des professionnels de santé. Et ce qui est appelé fonction de décroissance, ce sont les distances et temps de trajet entre les communes, c'est-à-dire entre les communes, la commune du patient et la commune du kiné. On trace c'est pareil, des diagrammes en oursin, et en fait, on regarde où les patients vont, s'ils vont dans le cabinet d'un tel ou d'un autre. Et comme ça, enfin, voilà. Et en fait, la fonction de décroissance, on a des chiffres 0, je ne me souviens plus, c'est 0, 1, 2, et ensuite, en fonction de la distance, alors le distance, c'est de la distance en temps, c'est la distance en temps. Enfin, juste, je ne me souviens plus, c'est, voilà. Voilà, c'est moins de 10 minutes, de 10 à 15 minutes, et plus de 20 minutes. Et toutes les communes, en fonction de ces distances, elles vont être classifiées. Donc, diapo suivante. Donc, on a vu que la méthodologie, elle avait des critères, des données. Et en fait, avec ces critères et ces données, on va construire l'APL. L'APL, c'est l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée. Et c'est ça qui va classer donc les différents bassins de vie et les communes qui sont dans le bassin de vie, pour aboutir justement à une classification et après au zonage. Donc, cet APL, il est construit donc sur le nombre d'ETP, donc c'est équivalent temps plein, accessible pour 100 000 habitants. Et donc, c'est ce que je viens de vous dire, chaque bassin de vie et canton-ville a un APL propre. Diapo suivante. Voilà. Donc, alors là,
on va rentrer dans des choses qui sont très techniques. Là je n'ai pas mis tous les détails. Si vous les voulez, bon, on y reviendra, mais bon, il y a une page pleine et c'est un peu ardu, hein. Donc, l'APL, donc ce sont ça c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était les variables d'activité, hein. Donc, activité en volume d'actes, hein. Et en volume d'actes, et ensuite les honoraires remboursables du kiné. Ensuite, la population émise, la population résidente par commune, ça donc c'est les données donc, de patients, et ensuite la distance entre les communes, ce que je vous disais tout à l'heure, là les distances mais en temps, hein, la fonction de décroissance. Voilà. Alors j'ai mis en bas une petite chose là, le classement des bassins de vie canton-ville. Ça c'est ce qu'on a actuellement. On a 6,8% pour le très sous-doté et 6% pour le sous-doté. Et j'ai mis que c'était différent de l'avenant 5. C'est pour ça qu'il faut attendre la méthodologie. Parce qu'actuellement, dans l'avenant 7, on a des pourcentages qui sont à 15, 15, 40, et enfin, on verra ça plus tard. Mais enfin bon, les pourcentages qu'on a dans l'avenant 7, ils peuvent être à la marge, mais ils peuvent être modifiés par l'arrêté de méthodologie. C'est pour ça que même ce soir, s'il y a des gens qui nous demandent où va être classé leur bassin de vie, on pourra répondre clairement pour ceux qui seront loin des marges, enfin loin des bornes plutôt, loin des bornes, mais celui qui sera juste en limite de borne, il suffit qu'on déplace de... Là, la dernière fois, ils ont déplacé de 0,3%. 0,3% sur l'APL, ça peut faire passer 2 ou 3 ou 4 bassins de vie d'une zone à l'autre, hein. Donc c'est pour ça que même là, même avec les pourcentages de population donc, qui sont décrites dans l'avenant 7, on est encore sûr de rien. Je ne vais pas dire à 100, enfin, il peut y avoir encore une petite marge d'évolution. Voilà. Alors, l'adaptation régionale, hein, s'il y a des gens qui nous ont demandé, qui posent des questions, est-ce qu'on va pouvoir changer, bouger quelque chose ? Alors, théoriquement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, dans le Code de santé publique, il y a une concertation qui est prévue avec les URPS. Hein, dans les URPS et dans l'avenant conventionnel qui a été signé, il y a un avis qui doit être rendu par la commission paritaire régionale. Alors, la commission paritaire régionale, c'est une instance conventionnelle entre les organismes signataires de la convention, c'est les syndicats représentatifs, et l'assurance maladie. Donc cette commission doit se réunir suite à la sollicitation de l'ARS. Cette commission doit se réunir pour rendre un avis, hein, sur une modulation possible. Alors la modulation, c'est quoi? En fait, ce sont, là, donc je vous ai fait un graphique, hein, qui va de 0 à 424. Hein, ça c'est le classement de l'APL sur... c'est le dernier APL qui est sorti. C'est le 2022. Hein. Tous les ans, il y a un APL qui sort. Hein. C'est mis en place, cet APL, il est mis à jour par on va dire l'Institut statistique du ministère de la Santé. Hein, c'est l'adresse qui met tous les ans sur son site un nouvel APL. Donc, le dernier, celui qui devrait nous concerner, hein, pour le prochain zonage, il va de 0 à 424. Hein, et de 0, en fait, c'est ensuite, donc à gauche, c'est l'APL, et à droite, c'est la flèche qui monte, part de population cumulable. Le premier bassin de vie qui est tout en bas, qui est à 0, hein, ce sont des bassins de vie en général où c'est à Mayotte, ou non, je ne sais plus où ils sont les. Mais bon, c'est des bassins de vie où il y a vraiment la plus grande disproportion entre l'offre et le besoin. Hein, et tout en haut, c'est les bassins de vie à plus forte densité. Alors, les zones qui sont modulables, alors si on part d'en haut, on va descendre. Le plus gros bassin de vie de France, il est tout en haut, c'est Marseille 11e. Et quand on descend, et à un moment donné, hein, on va arriver à 30% de part de population cumulée. Alors, part de population cumulée, c'est ce qui est prévu donc, dans l'avenant conventionnel pour les zones prioritaires. Hein, et nous, on pourra moduler les 2,5% de population les moins
à moins fort APL, voilà. Hein. Et ces bassins de vie, là, on pourra les proposer pour les faire descendre. Mais attention, il est bien inscrit dans l'avenant, c'est sur des critères géographiques, des critères d'infrastructure, d'offre de soins ou socio-économiques. Alors, socio-économique, hein, c'est s'il y a une forte proportion de C2S ou d'ALD. Voilà. Et idem pour les sous-dotés. Alors, oui, je vais revenir sur une petite chose. C'est qu'en fait, vous allez me demander pourquoi 30%? Ben, j'en sais rien. Ça, c'était décidé. Hein, c'est le directeur de l'UNCAM pendant les négociations conventionnelles. Il a sorti ça de son chapeau. 30%. Pourquoi 30%? On n'en sait rien. Hein. En bas, pourquoi 15 et 15? Ben, c'est pareil, on ne sait pas trop. Ça, c'est l'assurance maladie. Je pense qu'ils ont fait des savants calculs, hein, pour, surtout par rapport aux zones très sous-dotées, parce qu'en fait, c'est là où il y a l'argent. Hein, c'est les 15% d'en bas, les 15% qui toucheront l'argent des contrats incitatifs. Alors, donc, la modulation. Oui, alors, avant, donc pour l'avenant 5, quand on modulait, si on faisait descendre, par exemple, des zones non prioritaires, si on faisait descendre en zone intermédiaire, enfin, avant c'était des zones très dotées, avant on passait de surdoté à très doté. Et quand on faisait descendre, par exemple, un bassin de vie de 10 000, il fallait faire remonter 10 000 personnes en haut. Donc, autant dire que ceux qui descendaient, ils étaient contents, mais ceux qui montaient, ils n'étaient pas du tout. C'est quelque chose de compliqué. Et là, dans cet avenant conventionnel, là, dans l'avenant 7, il est marqué qu'effectivement, on peut faire descendre des choses, on peut bouger. Hein, autant de 15 en bas des sous-dotés à très sous-dotés, des non prioritaires à intermédiaires, mais dans l'avenant 7, moi, j'ai une seule peur, c'est que le directeur général de l'ARS, qui a tous les pouvoirs, de toute façon, à chaque fois, il nous a refusé. À chaque fois qu'on a demandé quelque chose, pour l'instant, on n'a jamais eu de réponse et on n'a jamais été écouté. Hein. Mais bon, admettons qu'ils disent, bon, ben ok, je vous fais descendre 15 000 habitants, mais j'ai peur que lui, d'un autre côté, il en fasse remonter 15 000. Et là-dessus, on n'a aucune... on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, la modulation, il faut premièrement que l'ARS nous entende et que deuxièmement, ben, il n'échange pas à population égale. Ce n'est pas marqué dans le texte, mais le DGRS, il fait ce qu'il veut. Il a tout pouvoir de le faire. Diapo suivante. Donc voilà, c'est ce que je disais. Au bout du compte, on a donc l'avenant 7 qui est signé. On a ensuite la méthodologie qui va être signée. On est concerté au niveau de la CPR, de la Commission paritaire régionale. C'est un avis de la CPR. Hein, c'est-à-dire que la CPR fait un avis et l'envoie. Et par contre, le RPS, il peut être concerté au sein de la Commission régionale de santé et d'autonomie. C'est le grand conseil de l'ARS. Hein, et il y aura le représentant donc, de l'URPS qui va porter donc l'avis de l'URPS pour une concertation donc à la CRSA. Hein. Et ensuite, il fait ce qu'il veut le DGRS. Hein. Et alors, il y avait une question, là j'avais remarqué une question, quand est-ce qu'on peut modifier un zonage? Eh bien, c'est autant que de besoin. Ça, c'est le paragraphe 6 qui est dans la méthodologie du zonage, dans l'arrêté de méthodologie qui sera publié prochainement, a priori. Donc, autant que de besoin. Alors, autant que de besoin, ça veut dire que au maximum, a priori, c'est à chaque fois qu'il y a une actualisation de l'adresse. L'adresse, c'est la direction de la recherche des études et des évaluations en santé. C'est l'organisme statistique du ministère de la Santé. Donc, chaque fois qu'il y a un nouvel APL, le directeur, le DGRS, il peut actualiser le zonage, refaire un arrêté de zonage et actualiser le zonage. Bon, vous avez vu que le zonage qu'on a de l'avenant 5, personne ne l'a jamais actualisé. Hein. On a des données de population,
À Mayotte, c'est 2012, hein, les données qu'ils ont, et nous, on est sur du 2014. Hein. Donc, il est temps quand même d'actualiser ce zonage, mais une fois que le directeur de l'ARS a actualisé le zonage et a publié, vous savez, je pense qu'il faudra attendre 5 ans le prochain avenant conventionnel. Hein. Voilà. Donc, diapo suivante. Alors, donc, dans l'APL, donc c'est ce que dans l'APL et dans l'avenant 7. Alors, actuellement, donc, on a une méthodologie qui n'est pas arrêtée. On a une disparition des zones très dotées. Hein, et à la place, donc, on a du surdoté qui devient du non prioritaire. Et on a également donc une modification des pourcentages de population concernée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure là sur avec la petite flèche. Donc avant les zones qui étaient avec une impossibilité de s'installer. Maintenant, enfin, on passe à 30%. Hein, on était à 12,5% et on passe à 30%. Et donc, au niveau des zones déficitaires, zones déficitaires, on a du 15 plus 15. Hein, donc, on a du 15 qui est très sous-doté, avec donc l'incitatif, les contre-incitatifs, et au-dessus, du sous-doté à hauteur de 15%, mais sans rien du tout. Voilà. Et donc, les zones non prioritaires, c'est ce que je viens de vous dire, c'est 30% de la population française cumulée. Alors, cumulée à partir de 68 millions d'habitants, on descend, hein, et c'est 30% de la population à l'APL le plus fort. Ça ne veut pas dire 30% des kinés. Hein. Dans les 30% de population, ce n'est pas 30% de kinés, c'est plus. Et oui, je vous ai mis un petit truc en bas, c'est que pour l'instant, on peut s'installer, on peut faire venir des assistants, hein, tant que le nouveau zonage n'est pas promulgué. Hein. Pour autant, une fois que l'arrêté de zonage sera tombé, la dernière commission paritaire nationale, donc, qui a eu lieu le 9 novembre 2023, alors ça, ouvrez les guillemets, je cite, une disposition transitoire est permise pour les cabinets dont le permis de construire a été déposé avant le 22/08/2023. Hein, voilà. C'est ce qui était noté dans le compte-rendu de la commission paritaire nationale. Commission paritaire nationale, donc c'est l'instance conventionnelle entre donc les organisations représentatives syndicales et l'assurance maladie. C'est l'instance nationale. Il y a bien marqué une disposition transitoire. Hein, alors transitoire, ça veut dire qu'elle ne sera pas permanente. Ça ne va pas durer éternellement. Alors transitoire, je ne vois pas encore sur le chat, mais tout de suite, ça va durer combien de temps? Je n'en sais rien, et personne n'en sait rien. Voilà. Diapo suivante. Et là, donc, j'ai fait un petit récapitulatif, hein, donc du zonage. Donc, on est parti de 2011 de l'avenant 3, hein, donc, qui a mis en place donc, une régulation démographique. Le Conseil d'État a retoqué les zones surdotées. En 2017, donc l'avenant 5, avec une publication journal officiel. Alors là, vous pouvez voir, je crois c'était 14 mois. 14 mois avant la signature, entre la signature et la publication journal officiel. Parce que tout simplement, la méthodologie n'était pas construite. Il a fallu construire toute cette méthodologie avec l'APL. Et du coup, ça a pris pas mal de temps. Alors ensuite, j'ai mis le ministère du Travail à arrêter. Oui, alors donc l'arrêté de méthodologie et la signature de l'avenant 5. La signature du zonage. Oui, c'est la signature. Non, c'est la signature, par le directeur général de l'ARS et la publication au recueil des actes administratifs. Oui, un zonage, c'est pas publié au journal officiel, parce qu'un zonage, c'est régional. Hein, nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, peut-être que notre zonage, il sera le 1er mai, mais qu'à Paris, ça sera le 15, et en Bretagne, ça sera fin avril. C'est quelque chose de régional. Donc, c'est le recueil des actes administratifs, et ça, c'est une publication qui est régionale. Donc, nous, on en est là, donc, en violet, l'avenant 7, donc c'était le 13/7. Le 13/7, donc la signature 2023, la signature, hein, et le 25/08, publication au journal officiel, publication de l'avenant 7.
La méthodologie, c'est la méthodologie du zonage, hein, c'est la recette de construction du zonage, hein, qui est ministérielle, donc c'est le ministre qui signe, c'est pas les syndicats. Ça, c'est toujours pas publié, on attend. Alors, peut-être que, je sais pas, j'ai pas vu les nouvelles ce soir. Est-ce qu'on a un ministre délégué? C'est peut-être ce qu'ils attendent, qu'on ait un ministre délégué à Vautrin pour faire avancer ça, hein. Une fois que la méthodologie elle est signée, donc concertation des URPS et de la commission paritaire régionale, et normalement, donc, quand il y a cette concertation, il y a un délai de 2 mois, et ensuite, le DGRS peut signer le zonage. Et ensuite, publication. Alors, par contre, une fois qu'il a signé, c'est vite publié, hein. Voilà. Donc, je crois que pour moi, c'est fini. Diapo suivante. Eh bien voilà, je vais laisser mon collègue Patrick Guillot du 38 de l'Isère continuer, et je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif et compliqué. Voilà. Et que j'ai été suffisamment clair. C'est peut-être ça le plus compliqué pour moi. Merci. C'est pas plutôt David pour les zones non prioritaires? Ouais, merci Philippe. C'est moi qui interviens, c'est pas Patrick. Alors David Vanoutrive, masseur kinésithérapeute en Savoie, bonsoir à tous. Je vais essayer d'être simple et rapide sur les zones non prioritaires. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Les zones dites non prioritaires sont ont été appelées de plusieurs façons possibles. Donc, dans tous les textes de la Convention et celui de ses annexes, tels que modifiés par les avenants dont a parlé Philippe, il y avait les mots zone surdotée, zone surdotée, zone surdotée sont remplacés par les mots zone non prioritaire. Alors, me demandez pas pourquoi on l'a appelé zone non prioritaire, peut-être pour être moins agressif par rapport à la zone surdotée, mais bon, voilà. L'ARS a étendu, peut étendre les zones définies par la méthodologie qui a été fixée à l'article 1.1.2 de la présente convention comme non prioritaire, à des bassins de vie pseudo-cantons représentant au maximum 2,5% de sa population régionale. Donc les bassins de vie pseudo-cantons sont sélectionnés parmi les bassins de vie définis comme intermédiaires et pour lequel le niveau d'APL est le plus élevé pour la région. Comme l'a dit Philippe tout à l'heure, la problématique, c'est qu'on a une forte augmentation des zones non prioritaires, puisque aujourd'hui, on est passé à 30%. Pourquoi on ne le sait pas? En tout état de cause, ça rend effectivement les installations de plus en plus complexes, puisque forcément, les zones non prioritaires vont être beaucoup plus importantes que les zones dites surdotées qu'on a connues précédemment. Alors, on fait un petit rappel très simple. Vous avez une règle du 1 pour 1 qui rentre dans ces zones. Donc, on rappelle un peu la règle. On fait un flash sur une zone proprement dite. Il y a 53% dans la zone définie. Eh bien, plus 1 ne rentre et plus 1 ne sort. Et si l'un doit sortir ou l'un doit rentrer, eh bien, il faut qu'il remplace le confrère qui est intégré dans cette zone. Alors, pour de multiples raisons, le kiné en question peut quitter la zone parce qu'il veut aller dans un autre département ou dans une autre zone qui n'est pas, qui peut être aussi une zone non prioritaire, mais voilà. Ça peut être un départ en retraite, et donc la place se libère. Malheureusement, ça peut être aussi un décès. Donc, le conventionnement ne peut être accordé qu'à un kinésithérapeute qu'au bénéfice, donc, qu'un kinésithérapeute assurant la succession d'un confrère cesse aussi définitivement son activité. Le kinésithérapeute, ça c'est la règle la plus courante, c'est que vous avez un confrère qui s'en va, il cède définitivement son activité à un confrère qui veut rentrer. Désormais, le kinésithérapeute qui met fin à son activité dispose d'un délai de 2 ans pour désigner un successeur. Alors, vous allez me dire, c'est quand même relativement long. Néanmoins, aujourd'hui, les zones étant étendues à 30%, il a été clairement défini que le temps pour justement qu'un confrère trouve
un bénéficiaire qui souhaite rentrer dans la zone dite non prioritaire, eh bien, ce délai soit un peu plus étendu pour lui laisser le temps de trouver quelqu'un. Il y a beaucoup de cabinets qui ont été rapidement pénalisés. Le confrère partait, ils n'avaient pas trouvé un assistant pour le remplacer, et forcément, on va dire, cet agrément qui était dans cette zone non prioritaire, eh bien, finalement, repartait dans le tronc commun des disponibilités. Et au moment où ils trouvaient un confrère, eh ben, on leur disait il est trop tard. Donc aujourd'hui, il y a 2 ans. Il faut aussi une activité minimum de 1200 actes pour ouvrir droit à une place. En dessous de ce seuil, c'est la commission paritaire départementale qui rendra la décision. Un point aussi important, l'activité exclusive à domicile est concernée par les règles du zonage. Donc un kinésithérapeute qui ne fait que des domiciles, eh bien forcément, il rentre dans ce calcul. Et puis le repreneur de l'activité a 6 mois pour commencer les formalités. Voilà, tout ça pour vous dire que il va y avoir, et ce sera la slide suivante, il va y avoir de toute façon une régulation qui va être faite, en fait une charte qui va être harmonisée pour justement ces attributions, pour simplifier les choses. Diapo suivante. Voilà, donc quelques remarques quand même. D'abord, le premier point, c'est que si un kinésithérapeute cède son activité, le statut d'assistant ou de collaborateur libéral, l'attestation de la succession, elle est rédigée par le titulaire du cabinet en accord avec l'assistant ou le collaborateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous souhaitez quitter une zone, eh bien, il faut que dans le dossier que vous montez, et ça c'est très important, vous ayez bien sûr l'attestation du titulaire qui va dire ben, moi j'ai quelqu'un dans mon cabinet qui souhaite partir et j'ai un successeur qui s'appelle monsieur, par exemple, monsieur Vanoutri. Il s'appelle monsieur Thoriot qui vient d'intervenir. Lui va faire un courrier pour dire moi, je sous-signe monsieur Thoriot, quitte la zone, mais souhaite céder mon activité à monsieur Vanoutri. Et monsieur Vanoutri fait un courrier confirmant cet accord. Tout ça pourquoi? Parce que vu que vous êtes dans une règle du 1 pour 1, il est évident et essentiel que dans ce dossier, chaque participant, du titulaire à l'assistant, eh bien tout le monde soit raccord par rapport à ça. Et malheureusement, on voit déjà des dossiers aujourd'hui par rapport à des zones dites surdotées qui vont bientôt passer non prioritaires où il manque une attestation. Et du coup, vous avez la caisse qui, parfois, dans certains départements, bloque les accords par manque de courrier. Donc, je vous invite fortement à être très précis, mais je vous dis, il y a une charte qui va être établie. Donc ça, ce sera beaucoup plus clair. Et puis, la régulation démographique, elle s'applique aussi aux kinésithérapeutes salariés par d'autres kinésithérapeutes ou par des sociétés d'exercice. Donc, attention à tout ça, il faut être relativement vigilant. Il y a une petite erreur sur la slide, il y avait un petit mot sur le contrat d'exercice temporaire, donc sur le CET. Certains départements sont soumis à ce contrat d'exercice temporaire, donc la Savoie et la Haute-Savoie. Donc pour les gens qui ce soir nous écoutent et qui sont issus de ces départements, vous saviez que le CET était un contrat à titre expérimental dans les zones surdotées et les zones de stations de sport d'hiver. La seule chose, c'est que ce contrat ne fonctionnait pas parce que pour prétendre à exercer de manière temporaire dans une station de sport d'hiver, on va dire une sorte de CDD, il fallait être titulaire de son cabinet. Je ne pense pas que quelqu'un qui exerce, par exemple à Lyon, souhaite fermer son cabinet pour aller exercer dans un autre département comme la Savoie ou la Haute-Savoie pendant une saison d'hiver. En plus, étant titulaire de son cabinet, s'il partait en station, il ne pouvait pas être remplacé, puisque quand vous êtes remplacé, c'est que vous n'exercez pas. Ce contrat, à mon avis, va disparaître. Aujourd'hui, il n'est pas reconduit pour l'instant en commission paritaire nationale, puisqu'il était reconduit chaque année. Donc, quid de ce CET dans les zones surdotées de stations de sport d'hiver? Incapable de vous répondre aujourd'hui. On verra bien comment les choses évolueront. En tout état de cause, et pour finir, pour que les choses soient simples pour tout le monde, c'était la conclusion, c'est qu'effectivement, il y a une charte qui va viser à harmoniser la gestion de l'attribution des places en zone non prioritaire.
Pourquoi? Parce qu'on voit trop souvent des caisses primaires d'assurance maladie fonctionner de manière différente dans différents départements. Alors, on échange beaucoup, nous, au niveau de l'URPS, pour voir un peu comment sont prises certaines décisions pourtant identiques. Et on a la surprise et la fâcheuse surprise de voir qu'effectivement, certains directeurs ou directrices de caisse ont des manières parfois qui soit ne respectent pas les avenants, des décisions qui sont un peu surprenantes. Donc, du coup, d'ici la fin du mois de février, je pense au plus tard au mois de mars, les 3 syndicats vont donc effectivement travailler de concert et cette charte donc va être éditée, validée par la commission paritaire nationale et redescendre au niveau de toutes les caisses d'assurance maladie pour éviter justement ces erreurs d'interprétation. Je vous donne un exemple très précis que souvent les confrères oublient. Et je vous le rappelle parce que c'est un point important. Quand un de vos confrères saisit le directeur pour dire « je veux m'installer à tel endroit », il va écrire normalement une lettre AR au directeur. Ce directeur a 30 jours pour saisir la commission paritaire, pour dire « voilà, j'ai une installation », bien sûr, je parle des zones non prioritaires, hein. Il a 30 jours pour saisir la commission paritaire. Mais lorsqu'il l'a saisie, parce que le dossier est complet, il doit en informer le professionnel qui en a fait la demande. Eh bien, à 90%, je vais peut-être aller même à 99%, jamais le directeur de caisse n'informe le confrère qui en a fait la demande. Et pourtant, lorsqu'il est saisi de la demande, le confrère peut demander à être entendu par la commission parce qu'il a un point spécifique à défendre, parce qu'il a des remarques à faire peut-être sur une activité spécifique qui rentre dans des dérogations de zones non prioritaires. Eh bien, jamais cette demande est faite. Et pourtant, elle est signée dans l'avenant 5 et elle est contractuelle. Donc, cette charte, je pense qu'elle va faire certains rappels à l'ordre et qu'elle amènera aussi une simplification pour nous dans la méthodologie de travail des installations. Voilà, j'en ai fini et je pense que je laisse la place à Patrick. C'est ça même. Donc, on va passer aux zones sous-denses, donc à l'opposé des zones non prioritaires. Donc, diapo suivante. Oui, je vais commencer par me présenter, pardon. Patrick Guillot, je suis kiné dans l'Isère et je fais partie aussi de la commission démographie. J'en suis même le référent à l'heure actuelle. Je suis à l'URPS depuis 2016, où j'ai toujours été dans la commission démographie parce que c'est un sujet qui m'intéressait. Un peu comme Philippe, j'ai toujours été interpellé par le fait qu'il y avait des zones dites surdotées dans lesquelles il y avait des listes d'attente assez phénoménales ou des incompréhensions de zonage qui s'expliquaient difficilement. Donc j'ai toujours voulu comprendre un peu mieux tout ça. Donc comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, Philippe, on est passé donc, de 12,5% en population nationale à 30% avec l'avenant 7 pour les zones sous-denses. Et sachant qu'elles sont découpées donc en deux, puisque avant c'était 6,5 et 6% pour les zones très sous-dotées et les zones sous-dotées, et là c'est 15% pour les zones très sous-dotées et 15% pour les zones sous-dotées. Ça a sa petite importance parce que les 15% de zones très sous-dotées, c'est celles qui vont donner droit au contrat incitatif. Et du coup, on se retrouve, peut-être d'ailleurs c'est la diapo suivante, oui, c'était bon. C'est là qu'on se retrouve avec cette fameuse zone de modification de zonage potentiel où on pourra passer un certain nombre de bassins de vie, de zones très dotées, de zones sous-dotées en très sous-dotées, de façon à ce que les gens puissent avoir les contrats incitatifs, mais dans la limite de 2,5% de la population de la région. L'avenant 7 a introduit une chose qui n'a pas fait plaisir à tout le monde, évidemment. C'est l'obligation d'exercer pendant 2 ans minimum pour les kinés qui ont démarré leur formation en 2023. Quel que soit l'endroit de la formation. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est y compris les gens qui ont fait leur formation à l'étranger. Donc, ils auront l'obligation d'avoir 2 ans minimum en établissement sanitaire ou médico-social ou en zone sous-dense. Et comme c'est marqué en dessous, donc c'est 6 000 actes à réaliser sur 2 ans avant de pouvoir exercer en zone non prioritaire.
Ça peut être proratisé aussi, c'est-à-dire que si quelqu'un était à cheval sur sur un équivalent temps plein de 50%, et ben, ça augmentera le temps pendant lequel il faudra qu'il y soit, mais en tous les cas, c'est proratisé. Et les stages de clinica qui sont réalisés par les étudiants en zone sous-dense sont pris en compte dans le calcul du nombre d'actes qu'il faut qu'ils réalisent pour avoir le droit d'aller ensuite en zone non prioritaire. Diapo suivante. Donc là, vous avez un tableau qui vous permet d'illustrer un peu ce qui se passe dans la région. Donc je me suis arrêté aux zones très sous-dotées, et du coup, le cumul des deux, c'est donc les bassins sous-denses. Et ils sont classés par ordre dégressif du total de sous-denses. Donc vous notez que c'est dans l'Ain qu'on a le pourcentage le plus important de zones sous-denses. Donc comment faut lire le tableau, c'est pas très très compliqué. Vous avez le nombre de bassins de vie indiqué sur le nombre total. Donc, d'ailleurs, il y a une petite erreur sur la première ligne parce que c'est 38, c'est 13 sur 38 et non pas 13 sur 28. Donc, vous avez 13 bassins très sous-dotés dans l'un, 7 sous-dotés, ce qui fait un total de 20 sous-dotés, sous-denses, pardon. Et sur un total de 38 bassins de vie du département et ainsi de suite pour tous les autres départements. L'Isère que je connais bien est assez particulier puisque c'est à la fois un département où vous avez des zones sous-denses, puisqu'au total, c'est quand même celui qui est en deuxième position à presque 16% de sa population. Oui, et en même temps, c'est là où vous avez une densité élevée de bassins de vie, où la PL est très élevée. Donc, on a à la fois des bassins de vie surdotés, donc non prioritaires, et dans l'autre sens, des sous-dotés. Bon, voilà, c'est pas le cas de tous les départements. Il y a des départements où il n'y a que des sous-denses ou pratiquement pas de surdotés. Et d'autres où il y a des fois pratiquement pas de sous-dotés avec pas mal de non prioritaires. J'imagine que ces éléments-là, vous pourrez les avoir par la suite, donc du coup, chacun pourra regarder dans le tableau où il se situe, parce que je vais peut-être pas passer en revue tout le tableau. Ce que je peux vous dire, pour prolonger un peu le tableau, c'est que les zones non prioritaires, par contre, représentent 20,65% de l'ensemble aussi, pour permettre de comparer. Voilà. Ensuite, diapo suivante. Pour les contrats, donc les contrats incitatifs concernent finalement les kinés qui exercent, il faut forcément exercer de manière conventionnée dans les zones très sous-dotées, donc les fameux 15%, qui peuvent monter à 17,5% si on va jusqu'à 2,5% de la population. Et forcément, les kinés qui vont signer ces contrats-là vont s'engager à réaliser 50% d'activités libérales conventionnées dans la zone d'installation. C'est un petit mieux par rapport à avant, parce qu'avant, il fallait carrément qu'ils réalisent 50% de leur activité avec comment dire, avec les gens de ce bassin de vie dans lequel ils étaient installés. Ce qui, quelque part, pose un problème de taille en termes de déontologie, parce que ça voulait dire qu'il fallait qu'ils fassent du choix dans leurs patients pour être sûr d'arriver aux 50%. Là, on ouvre un peu plus large, puisque quand les gens vont être dans des communes qui vont venir de communes limitrophes du bassin de vie, ça rentrera dans l'activité libérale du kiné. Diapo suivante. Alors, vous avez 3 types de contrats. Donc, vous avez le contrat d'aide à la création de cabinet en kiné, le contrat d'aide à l'installation et le contrat d'aide au maintien d'activité. Donc, je vais essayer d'illustrer ça par des points communs à l'ensemble des contrats. Diapo suivante. Donc, chaque contrat est forcément individuel, même s'il y a plusieurs professionnels dans le même cabinet. Chaque statut est respecté, que ce soit assistant, collaborateur, titulaire. Les contrats sont signés pour 5 ans. Et s'il y a comment dire,
si le contrat n'est pas tout à fait respecté dans le nombre d'actes, c'est ce qui est marqué juste en dessous, dans ce cas-là, les aides sont réclamées par la CPM au prorata de ce qui restait à faire. Vous avez par exemple première condition qu'il faut remplir, par exemple en première année, il faut faire au moins 2000 actes par an pour avoir 100% de la base qui est versée. Et sinon, c'est proratisé quand c'est entre 1000 et 2000 actes, et en dessous de 2000, ça veut dire que vous n'y avez pas le droit. Et par la suite, donc les années suivantes, c'est 3000 actes par an, avec le même principe. Voilà. Les stagiaires accueillis permettent d'avoir une aide de 300 € par mois pour le kiné qui signe le contrat. Il n'y a pas de cumul possible avec le contrat d'installation ou avec le contrat de création de cabinet quand vous avez le contrat du maintien. Faut savoir que l'ARS a la possibilité aussi d'aider de manière supplémentaire dans la mesure de 20% des zones en question par un montant qui ne peut pas dépasser 20% du forfait applicable. Et voilà. Ah oui, et puis ça paraît anodin, mais c'est pourtant important à prendre en compte. Le MK s'engage à remplir les conditions qui lui permettent la perception des aides dans le cadre du FAMI. Donc, vous savez, c'est le fonds d'aide à la modernisation informatique du cabinet. Donc, les spécificités, c'est les montants correspondant aux 3 contrats. Donc, celui le plus intéressant qui correspond à la création de cabinet, donc c'est celui qui fait 49 000 € avec 30 000 € versés à la signature. Puis ensuite 9 000 en N+2, 5 000 en N+3 et 5 000 en N+4. La création de cabinet, non, c'est pas. Donc le CAIMK, c'est 15 000 à la signature et ensuite c'est encore 9 000, 5 000, 5 000. Donc il fait 15 000 de moins que le premier. Et le contrat d'aide au maintien des kinés dans les zones sous-denses, c'est 4 000 € par an au lieu de 3 000 € dans l'avenant précédent. Diapo suivante. Ben voilà. Et je pense qu'on va avoir quelques questions auxquelles répondre à partir de maintenant. Bonjour à tous. Moi, je ne me suis pas présenté. Jordan Yvon, je suis aussi membre de la commission démographie. Je reviens juste sur quelque chose avant de voir si vous avez des questions. Tout à l'heure, Philippe a parlé des zonages au début pour les présenter, et ensuite David a présenté les CET et les zones non prioritaires. Il y a eu des questions là-dessus. Il faut savoir que on a un problème dans la région, comme ils ont dans le sud, etc. C'est les zones à forte attractivité touristique, parce qu'effectivement, ils ne se basent pas du tout sur la saisonnalité. Et c'est ce qu'on retrouve ici dans notre département, plutôt avec les stations de ski, où effectivement, la population peut faire x20, x30 en hiver, alors que tout ça n'est pas pris en compte dans les calculs et dans les APL. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de stations ou de zones proches des stations, donc des fois les vallées à côté, qui font partie du même bassin de vie, qui sont en zone surdotée, alors qu'en fait, pendant l'hiver ou pendant l'été, puisque c'est des zones attractives, il y a beaucoup plus de gens, et que du coup, les kinés ne peuvent pas les prendre en charge. C'est un problème qu'on essaye de régler avec les CET, mais comme le disait David, effectivement, les CET, on est loin de l'efficacité qu'ils devraient avoir, donc il faut encore qu'ils soient modifiés. Est-ce que des gens ont des questions? Du coup, vous pouvez réactiver vos micros pour poser une question, plutôt que dans le chat. Jordan, je reprends la parole 2 secondes. J'ai oublié de dire quelque chose et je pense que c'était dans les questions. Où est-ce qu'on peut trouver des cartes? Alors les cartes, c'est sur certains sites. Il y a essentiellement 2 sites. C'est Carto Santé, donc, qui est sur le site de l'ARS. Et il y a aussi également Rezone, c'est le site de l'assurance maladie. Mais bon, pour l'instant, vous n'aurez pas les cartes du prochain zonage. Pour l'instant, il n'y a pas de carte, avenant 7. Et puis, il y a juste ceux qui sont friands de statistiques santé. L'assurance maladie, il n'y a pas bien longtemps, ils ont un nouveau site, c'est Data Santé Professionnels de Santé, où vous avez les densités par région, par département également. Donc, et vous avez toutes les professions de santé, c'est pas mal fait, et puis il y a pas mal de données dessus. Voilà.
Philippe, il y a une question de Frédéric Gendre qui demande à partir de quand va être publié le zonage. On n'a pas de date précise. Quelques mois, mais. Ça, on n'en a aucune idée. Mais bon, moi je dirais, il faut déjà qu'ils promulguent. Hein. Quand ils auront promulgué, donc, quand l'arrêté de zonage sera tombé, ça c'est le ministère de la Santé. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le ministère de la Santé, il faut déjà que l'arrêté de zonage tombe. Et une fois qu'on a l'arrêté de zonage, on a vraiment la méthodologie précise. Exactement, la méthodologie précise avec les bons chiffres, hein, avec les bonnes données d'activité kiné, hein, et également les bons pourcentages pour les zones, hein, parce qu'ils avaient été légèrement modifiés la dernière fois. Donc il y a ça. Ensuite, donc, dès qu'il y a ça, il y a les concertations et l'avis qui doivent se mettre en route. Par contre, là, normalement, c'est le DGARS qui demande les avis. Alors d'ailleurs, ça fait 2 fois que je relance, enfin, je ne sais pas, vous avez peut-être vu passer mon message, là, les membres de la commission, là, j'ai relancé l'ARS, hein, parce qu'on a un problème avec la commission paritaire régionale. La Sécu, ils nous ont carrément donné une fin de non-recevoir sur notre avis CPR, la commission régionale. Ils nous ont dit non, c'était... Elle a lu la représentante de l'assurance maladie, elle a lu je lui ai fait lire l'avenant 7, là, le passage qui concernait, elle l'a lu en travers, elle a dit non, il n'y a pas besoin d'une commission paritaire, de réunir qui que ce soit, quoi que ce soit, mais ben, si, normalement, elle verra bien que de toute façon, l'ARS va lui demander son avis. Donc j'ai sollicité l'ARS pour que l'ARS sollicite la caisse en leur disant si il faudra que la commission se réunisse pour donner son avis. Hein. On a des problèmes avec l'assurance maladie justement sur le fait de pouvoir, ce qu'ils appellent faire de la démocratie sanitaire, c'est-à-dire au moins pouvoir ouvrir son bec pour dire quelque chose, quoi. Voilà. Hein, même si nous, on ne décidera rien à la fin, hein, on ne décide de rien, nous. Hein, parce que j'ai vu comment il y a quelqu'un qui parlait de votre zonage, ce n'est pas notre zonage. Hein. Le zonage, c'est le ministère, et à la fin, c'est le directeur général de l'ARS qui décide de tout. Mais nous, on peut effectivement demander certaines choses qui, pour l'instant, n'ont jamais été suivies. Mais enfin bon, on peut toujours les demander. Hein. Et en plus, si l'assurance maladie ne veut même pas qu'on s'exprime, mais vous inquiétez pas, on sera là, nous, pour ouvrir notre bec. Voilà. C'était quoi la question? On a une consoeur qui a levé... C'est bon, mais on a une consoeur qui a levé la main. Je n'ai pas noté son nom, si elle veut prendre la parole. Oui, alors, c'est pas une consoeur, c'est un confrère. Je m'appelle Camille, c'est un prénom. Ah, c'est Camille, bah voilà, c'est pour ça. C'est pas le premier à bien joué, Camille. Non, moi, c'est une question et une remarque. Donc, moi, je suis sur Saint-Péret, à côté de Valence. Donc, on a un cabinet, un gros cabinet avec beaucoup de charges, une balnéo, pas mal d'assistants. Dans le cas où des assistants, comme ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps, décident, et c'est par nature le chemin d'un assistant que de monter son cabinet, à mon avis, décident de s'installer dans la même zone. Donc nous, on est sur Saint-Péret, l'assistant va partir par exemple à quelques kilomètres, mais il est dans la même zone, et que ça représente pour nous une perte énorme en fait en termes de charge, que de ne plus avoir les rétros des assistants. Est-ce qu'on a quelque chose pour essayer de contrer ça, ou c'est mort? Et j'irai même plus loin, si on suit la logique, admettons, je décide de monter un cabinet en zone non prioritaire, je fais un cabinet gros pour attirer du monde, et si 5 ans après ça passe en zone non prioritaire, je fais comment? Enfin voilà, c'est des questions qui, je pense, sont pas trop soulevées et voilà, qui nous inquiètent parce que nous, à la base, les règles du jeu ont été faites de telle manière qu'on a pu envisager de faire des gros cabinets avec des grosses charges, mais ça devient caduc, quoi, maintenant, si on a des assistants qui partent dans la même zone. Voilà. Est-ce qu'il y a des dérogations possibles? Est-ce que les cas sont déjà présentés? Voilà, merci. Est-ce que vous voulez que je réponde? Vas-y. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, ce que tu as dit et la situation même aujourd'hui sur les zones surdotées, c'est que quelqu'un qui reste dans le même bassin, dans une zone non prioritaire, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il a son conventionnement dans une zone proprement dite. Si son contrat l'autorise, sans clause de non-concurrence, dans un rayon de X kilomètres à s'installer,
forcément, il a tout à fait le droit. Alors, par contre, là où toi, ou vous pouvez tous argumenter, c'est effectivement, vous avez un cabinet avec 5 confrères, il y a une balnéo, il y a des charges. Il est évident que le départ d'un assistant ou même d'un associé va générer une perte de chiffre et donc une difficulté économique. Ça fait partie des dérogations liées à l'installation. Si le départ génère chez vous une perte d'activité et donc fondamentalement un risque économique, vous pouvez, de manière dérogatoire, vous pouvez de manière dérogatoire en faire la demande auprès de la caisse. Alors, je conseille vivement aux confrères qui le font, parce qu'on a déjà vu passer des dossiers, d'avoir un document comptable. Et pas comme on a vu passer récemment, un comptable qui dit ah bah oui, le départ du confrère, ça génère une perte de chiffre. Non, c'est pas ça qu'il faut. Il faut expliquer. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. C'est qu'effectivement, le comptable dit, la perte, il n'a pas besoin de mettre des chiffres, mais la perte, effectivement, peut mettre en difficulté l'activité de la SCM Intel ou du cabinet de groupe de... Voilà. Ça fait partie des dérogations. Mais pour répondre à ta question de départ, effectivement, si l'assistant ou l'associé reste dans la même zone, c'est compliqué. Et la grosse problématique aujourd'hui qui se pose, c'est justement par rapport, et c'est là où effectivement ça va poser problème, à la forte augmentation des zones non prioritaires. Puisque je vous rappelle qu'on était, si je ne me trompe pas, Philippe, à 7,5, c'est ça? Philippe? On était à 7,5, non? 6,5, non, 7%? 12,5. On était à 12,5, on passe à 30. Voilà, de 12,5, pardon, on passe à 30. Donc, c'est énorme. Donc, effectivement, il y a des cabinets qui sont actuellement dans des zones intermédiaires. Je prends l'exemple d'Albertville, où je suis pas très très loin, et la zone d'Albertville risque sûrement de passer en zone non prioritaire. Et pourtant, il y a des cabinets qui ont investi et qui se sont regroupés. Donc, il va falloir, oui, dans ces cas-là, il va falloir serrer un peu les fesses, hein. Et on peut envisager donc de refaire des contrats ou enfin voilà, c'est peut-être une solution quoi. C'est-à-dire de refaire on va dire faire un avenant. de redéfinir des clauses de contrat quoi, parce que moi il m'a toujours semblé que enfin nous d'ailleurs on les a jamais même fait appliquer parce que on pensait qu'elles étaient caduques et puis bon c'était pas dans notre esprit, mais on peut redéfinir des clauses de contrat à ce moment-là qui prendra en compte la zone du bassin de vie en fait concrètement. Alors c'est la seule manière de nous protéger quoi. Ça déontologiquement c'est abusif. C'est-à-dire que, je pense que donc, Patrick peut répondre là-dessus, mais si demain, je dis n'importe quoi, ta zone c'est Chambéry pour citer la Savoie, et tu dis dans ton contrat, j'interdis le confrère qui fait partie de mon cabinet à s'installer dans Chambéry, c'est une clause abusive. Alors, après, c'est toujours la même chose, parce qu'on voit passer aussi des dossiers un peu surprenants. Parce que le Conseil de l'ordre qui va voir le contrat d'assistanat n'émettra qu'un avis. Il n'est pas là pour refuser un contrat d'assistanat. Il va émettre un avis. Si l'autre en face est assez débile pour le signer, c'est son problème. Alors après, le jour où il va partir, il va dire « Ouais, mais j'étais pas d'accord. » Fallait pas le signer. Et ça, on le voit souvent. Mais malgré tout, à la base, ton contrat, on voit des fois, moi j'ai vu passer un contrat la dernière fois, il y avait 25 km autour du cabinet. 25 km. Non, mais vous imaginez, ça le raye de la carte quasiment d'un département. Enfin, c'est énorme. Mais si le confrère qui s'installe accepte de signer 25 km, il a signé. Hein. D'accord. Après, et j'en arrête là, et peut-être faire remonter aux ARS que ce type de pour moi, de loi, en fait, va pas inciter à créer des grosses structures dans des zones qui sont prioritaires. De fait, par l'avenir qui, tout d'un coup, du jour au lendemain, peut vous dire non, maintenant, c'est fini. Les assistants, vous ne pouvez plus en prendre, ou s'ils partent, vous êtes coincés, quoi. Enfin, bon, voilà. Je pense que c'est pas le but, si tu veux, le but, c'est sûr que ça ne plaît pas et on va partir, et nous non plus d'ailleurs, hein, mais le but, malheureusement, ou heureusement, on peut le voir dans tous les sens, du zonage, c'est d'aller dire à des kinés dans des zones non prioritaires ou intermédiaires, aller combler les vides. Bien sûr. Voilà. Ouais, mais c'est le débat aujourd'hui. Comment ? Oui, je comprends. Oui. Voilà, mais c'est le débat aujourd'hui pour finir.
Oui. C'est acté, mais est-ce qu'on peut pas, on n'aurait pas pu dire, eh ben voilà, par exemple, imaginer des formes de contrats du style, ben voilà, vous exercez dans des zones non prioritaires aujourd'hui depuis 10 ans, eh ben vous devez, je sais pas, 2 semaines par an dans des zones prioritaires les plus proches, faire des contrats plutôt gagnant-gagnant que des choses comme ça du jour au lendemain, qui pour le coup en fait mettent en péril des projets qui ont été mis en place avec des règles du jeu différentes, quoi. Voilà. Enfin bon, après, c'est pas de, on peut voir ça d'autre comme chose. ça. On peut voir ça sous cet angle-là. Moi, je répondrais plutôt à ce que tu viens de dire. Faisons en sorte qu'à ce moment-là, tous les professionnels aient un zonage, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Ouais, je Parce que comprends. c'est bien beau Tout de à fait nous d'accord, taper les dessus médecins, par moment, oui. mais voilà. Ouais. Mais tous Ouais. les Bon, professionnels moi, ne sont je pas suis égaux tout par à fait rapport d'accord. aux installations. Tout à fait. Il Merci y encore. avait derrière une question de Kiné Daoust. Je ne sais pas qui c'est. Je vais poser ta question, la main est levée. Oui, bonsoir. Donc, nous sommes Bastien et Mathieu. On a acheté un bâtiment dans la commune d'Aoust-sur-Scie en juin 2023. Et donc, on avait fait une demande de permis de construire avant, qui a été validée le 1er juin. C'est ce qui nous a permis d'acheter le bâtiment. Et 2 semaines après l'achat du bâtiment, donc il y a eu le 13 juillet, l'avenant 7 qui a été signé. Donc, du coup, on s'est retrouvé dans la situation où notre cabinet pouvait accueillir 5 kinés, que nous, on était 2. Et donc, du coup, ça met en porte-à-faux notre plan financier qu'on avait monté sur la réalisation de ce projet, sachant qu'à la base, on avait un peu galéré à trouver un bâtiment et qu'on avait pris ce qu'on avait trouvé, quoi, donc ce grand bâtiment, une salle des fêtes. Et voilà, donc aujourd'hui, on a dû mettre en suspens le début des travaux en attendant d'avoir des réponses concrètes pour savoir dans quoi on allait se lancer. Et on était prêt à faire machine arrière et de revendre le bâtiment plutôt que de se lancer dans le grand projet. Voilà, aujourd'hui, on a quand même décidé de se lancer. On n'est toujours que 2. Et on a potentiellement trouvé une 3e personne, mais c'est toujours pas assez par rapport à ce que peut recevoir le bâtiment. Et donc, c'était pour rebondir par rapport à la dérogation qui a été annoncée par rapport au permis de construire qui ont été accordés avant le 22 août demandés avant le 22 août 2023. Et donc, du coup, pour savoir ce que pouvait contenir cette dérogation, dans quel sens ça pouvait aller. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Vous êtes en quelle zone actuellement ? On est censé passer en zone Surdotée. En zone surdotée. On était intermédiaire jusqu'à maintenant. Oui, je veux bien répondre. Hein. La dérogation, elle dit exactement ce qui est noté là sur le PowerPoint. Attends, alors, je vais la retrouver moi sur le mien. Là. Parce qu'il faut, avec l'assurance maladie, chaque mot a vraiment une importance. Ouais, voilà. Une disposition transitoire est permise pour les cabinets dont le permis de construire a été déposé avant le 22/08. Alors, c'est une disposition, on ne sait pas laquelle, transitoire. Ce que je disais tout à l'heure, transitoire, ça veut dire qu'il ne sera pas permanente, mais je n'ai pas plus de renseignements là-dessus. C'est vraiment, il n'y a que cette phrase. J'ai vraiment pris le compte-rendu de la commission paritaire nationale, je l'ai pris et je l'ai mis là sur le PowerPoint, une disposition transitoire. Mais bon, une disposition transitoire, dans l'esprit, ça ne veut clairement pas dire jusqu'au prochain avenant conventionnel. Hein. Le prochain avenant conventionnel, il y en a pour 2027-2028. Là, hein. Je ne sais pas, ça peut être jusqu'à la fin de l'année, peut-être un peu plus. Moi, je vous avais eu, moi, il me semble, par mail. Oui. Par mail et par téléphone. Ouais. C'est beaucoup eu au téléphone, monsieur Thoriot. Ouais. Enfin, moi, les gens qui avaient des cabinets comme ça, des projets, moi, je leur ai toujours dit, il faut aller voir votre maire, il faut aller voir le député, il faut passer partout. Envoyer un truc à l'ARS, voilà, bien montrer. On les a rencontrés aussi, la Sécu aussi, on a été voir tout le monde. on a suivi vos conseils. De toute façon… Qu'est-ce que vous avez comme réponse? C'est négatif. Oui, rien. Négatif, c'est-à-dire Rien, du tout, ils ne savent pas. Alors, quand on ne sait pas,
Ok. Alors moi, je vous fais une réponse qui complète celle de Philippe. Vous envoyez une lettre AR à la caisse. Vous rappelez ce qu'a dit Philippe. Nous sommes actuellement dans une position transitoire. Je vous demanderai donc de respecter, enfin pas de respecter, mais je vous demande de prendre en considération la construction de notre bâtiment puisque le permis de construire a été fait au 1er juin 2023. En conséquence, nous sommes actuellement à la recherche de deux assistants supplémentaires pour faire face à nos investissements. Je vous serai donc gré de respecter l'engagement de départ et de considérer que cette installation était prévue pour 5 confrères. Ils vont sûrement pas vous répondre, mais vous avez une lettre AR qui actera. En fait, ça s'est déjà fait. Monsieur Thuriot m'avait déjà donné cette information. J'ai déjà contacté la CPM. Ils m'ont répondu qu'ils n'ont pas trouvé l'information. Par contre, vous avez envoyé une lettre AR ou vous les avez contactés? J'ai contacté par mail. Par mail, j'ai leur contact maintenant et qu'ils nous ont reçus en septembre. Et ils nous ont dit de ne pas trop compter dessus parce que c'était sûrement les noms qui étaient sur le permis de construire. Donc moi et Mathieu, on est sur les permis, mais on a déjà nos CPS dans la zone. Donc nous, si vous voulez, on n'a pas besoin de dérogation. C'est pour les 3 futurs assistants qu'on a besoin de dérogation. Je vous encourage à chercher, mais vraiment activement, à les trouver le plus vite possible pour des CPS. Et ensuite il faut qu'il y ait une trace écrite. Hein, un mail, ce que vous voulez, mais vraiment une trace écrite, être accusé de réception, je pense que c'est le mieux, en leur expliquant bien la disposition transitoire et que c'est issu de la CPN, de la commission paritaire du 9, de mémoire, du 9/11/2023. Ça, il faut bien leur dire que ça a été acté en commission paritaire nationale. Et là, ils ne peuvent rien, parce que la commission paritaire nationale, c'est l'instance nationale, il n'y a rien de plus haut. Et ils ne peuvent que se rapporter à cette décision. Voilà. Et nous, on peut la trouver quelque part, l'écrit? C'est écrit non, mais ce n'est pas à vous de la trouver. Oui. On vous la donne, vous la notez. Okay. Et c'est à eux. Vous voyez bien que la réponse de la caisse. Et c'est à eux d'interroger leurs instances nationales. Bien sûr. Mais vous voyez bien que la réponse de la caisse est encore une fois, excusez-moi l'expression un peu idiote, c'est qu'ils vous répondent laconiquement. Nous ne prendrons compte que les gens sur le dépôt de permis. Donc, si sur le dépôt de permis, c'est vos parents, parce que c'est eux qui ont déposé le permis, c'est donc vos parents qui s'inscriront comme professionnels. Encore une fois, la caisse se mêle de tout et ne connaît rien. Donc, il faut respecter ce qu'a dit Philippe. Vous les remettez par rapport à cet avenant, enfin, par rapport à cette promulgation au mois d'août, et vous leur indiquez qu'au départ, il y avait 2 titulaires et que pour cet investissement, eh bien, vous devez être à minimum 5 pour raison économique. Et puis voilà. Et puis, mais comme dit Philippe, il faut activement trouver des assistants. Et je rajoute une chose que chaque mot, chaque terme compte, c'est une disposition transitoire et permise pour les cabinets dont le permis de construire a été déposé. Il ne parle pas que c'est Pierre-Paul ou Jacques qui a déposé. Non, c'est vrai. C'est le permis de construire qui a été déposé. Hein. Voilà. Parce que nous, c'est une SCI, mais ok. Ok. Très bien, merci. Je pense qu'il y a Kéron Nicolas qui avait levé la main aussi. Prendre la parole. Par contre, si ceux qui ont déjà levé peuvent enlever leurs mains, comme ça permettra à Jordan de savoir qui a. J'essaye de suivre. Bonsoir. Super. Donc, Monsieur Kéron, dans le Cantal. Moi, j'ai un peu sur le même style de question, mais par rapport aux jeunes confrères qui donc finiront leurs études dans 3 ans et qui ne pourront pas venir s'installer en zone intermédiaire. Moi, j'ai un confrère qui m'a quitté il y a 1 an et demi. Je ne sais pas si avec le zonage, ça a été pris en compte. Et donc, on est déficitaire, liste d'attente comme tout le monde, etc. Quand je regarde, puisque j'ai posé la question sur la carte APL, je me situe à un petit 70. Et sur la photo que vous avez envoyée, on est plutôt 78, zone intermédiaire. Pour moi, ça serait essentiel de savoir assez rapidement si je dois rester en zone intermédiaire ou si je peux basculer comme le reste du Cantal, puisqu'il y a très peu de zones dans le Cantal en zone intermédiaire, en zone juste sous-dotée. Voilà, quels sont les éléments qui vont pouvoir influencer et comment savoir aujourd'hui pour ces jeunes confrères qui ont envie de revenir vers ici, qui ont fait des stages dans mon cabinet quand ils étaient en 3e, qui veulent revenir à Montsalvi et qui finalement ne vont pas pouvoir, quoi.
A priori, dans le Cantal, il n'y a pas de zone non prioritaire. Il y a zone intermédiaire. Oui, mais c'est pas comment dire, les obligations d'avoir 2 ans en zone non prioritaire pour aller ensuite en zone sous-dense ou en salariat dans les médico-sociales ou en établissement public, ça ne concerne que l'accès aux zones non prioritaires. D'accord, donc la zone intermédiaire n'est pas une zone non prioritaire. Non. Parce que ça, c'est pas. Pour moi, jusqu'à présent, j'ai compris que c'était une obligation d'aller en zone sous-dotée ou Oui. très sous-dotée. Il y a l'obligation d'aller en zone sous-dotée ou très sous-dotée pendant 2 ans, ou plus si c'est à 50%, ou en établissement hospitalier ou médico-social, pour ensuite pouvoir aller en conventionnement en zone non prioritaire. Mais seulement en zone non prioritaire. D'accord. Donc, aujourd'hui, ces confrères pourraient venir s'installer dans la zone intermédiaire dans laquelle je suis. Tout à fait. D'accord. Donc, c'était parce qu'avec les mots, justement, auxquels on apporte une grande importance, quand on dit en zone sous-dotée, pour moi, la zone intermédiaire n'est pas une zone sous-dotée telle que je le vois dans votre tableau, tel que c'est exprimé. Alors, c'est vrai que je peux comprendre votre problème parce que c'est compliqué de comprendre comment la classification se fait sur un plan. Moi, j'ai mis du temps à comprendre aussi. Ouais. D'accord. Comment dire, quand vous avez ça va faire des coups. Par exemple, l'APL le plus élevé en France, c'est à Marseille. Donc, comment ils font pour déterminer la cartographie totale? On prend le premier APL, on enlève la population de Marseille rapportée à la population nationale, et on se retrouve, mettons, à 99,8% de la population. Et puis on prend le deuxième APL le plus haut et on descend comme ça. Et quand on arrive à 30%, on a fini avec toutes les zones non prioritaires. D'accord. Ensuite, on continue à descendre, et quand on fait les 40% qui descendent en dessous, on a les zones non prioritaires. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 0%, et on a la dernière zone très sous-dotée. Donc, ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que dans les zones intermédiaires, vous avez beaucoup de communes où il y a 0 kiné. Ça, chez nous, plus qu'un peu. Et donc, oui, ce qui veut dire que les jeunes confrères ont 70% de zones dans lesquelles ils vont pouvoir s'installer, puisqu'il n'y a que 30% de zones non prioritaires aujourd'hui. Sur l'ensemble de la France. Sur l'ensemble de la France, bien entendu. Et dans le Cantal, ce que j'ai regardé dans le Cantal, c'est même 0. C'est-à-dire 0. Il n'y a pas de zone non prioritaire dans le Cantal. Ouais, donc ça ne pose pas de problème. OK. Ben, j'avais cette incertitude, puisque si on regarde le zonage Cantal, on a la zone donc de Montsalvi qui monte sur Aurillac et la zone de Saint-Flour qui sont toutes les deux en zone intermédiaire dans lesquelles j'avais peur qu'aucun confrère ne puisse venir s'installer en sortant des études. Donc, ce n'est pas le cas, ça va rassurer quelques confrères. Voilà. Merci pour votre réponse. Pour une fois qu'on peut arriver à être précis. C'est pas mal. Merci bien. Il y a une question de Thibaut Rottier. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, je suis kinésithérapeute en Savoie. Je prévois de déménager donc, en zone non prioritaire dans 1 an, un petit peu plus, pour un projet familial. Ma compagne est podologue et on va acquérir un local ensemble dans cette zone. Est-ce que du fait du rapprochement de conjoints et du fait d'avoir un projet dans la zone, j'ai une chance d'obtenir une dérogation pour obtenir un conventionnement dans cette zone, ou est-ce que je dois me diriger sur une activité uniquement déconventionnée sur le cabinet que je vais acquérir? Alors, la dérogation, vous n'en aurez pas. Faut être simple. Vous quittez une zone pour aller dans une zone non prioritaire. Le rapprochement familial ou la création d'un cabinet, ou voilà. Après, si vous vous déconventionnez, vous ne rentrez plus dans le cadre de la demande, donc vous faites bien ce que vous voulez.
Disons que ça dépend, pour moi, ça dépend vraiment comment ce sera présenté à la CPAM. Oui, Effectivement, si c'est un projet de déménagement en couple là-bas pour créer quelque chose, c'est plus du rapprochement de conjoints. Par contre, il faut dire, il faut le présenter différemment. Éventuellement, ma compagne ou ma femme travaille là-bas, elle a un cabinet là-bas, donc il faut que je rejoigne cette zone pour vivre avec elle. Et peut-être qu'en passant comme ça, c'est encore quelque chose qui va être défendu en CPD, du coup en commission paritaire départementale, entre les élus syndicaux de votre département et puis du coup la CPM. Mais ça dépend de la présentation, etc. Et dans ce cas-là, il faut quand même un dossier assez béton. Sinon, tout le C'est monde clair. le ferait. Pour être plus précis, vous allez de où à où? Ouais, j'ai à peu près 1 heure de route. Non, mais vous êtes où actuellement? Actuellement, je suis à Ugine et je vais déménager à Bourg-Saint-Maurice. D'accord. Donc, je vais être sur une zone surdotée, enfin non prioritaire, qui va s'étendre à peu près dans un rayon de 45 minutes de route autour de l'endroit où je vais vivre. C'est-à-dire que si je veux travailler en tant que kiné conventionné, je vais être obligé d'aller travailler à 45 minutes de mon lieu de vie, quoi. Pas... Oui. Alors après, il y a aussi autre chose sur laquelle on peut penser, que beaucoup de confrères oublient, et vous, sur la zone d'Ugine et sur la zone de Bourg-Saint-Maurice, les choses sont en place, c'est que vous avez quand même des CPTS. Donc, vous avez une CPTS Haute-Tarentaise sur Bourg-Saint-Maurice et la CPTS Arlysère sur le bassin albervillois. Et je pense que dans le cadre d'une intégration de la CPTS de Bourg-Saint-Maurice, ça peut aider aussi, voilà, de dire je me suis déjà investi dans la CPTS, voilà, j'ai déjà pris des parts pour intervenir dans l'émission. Voilà, ces communautés professionnelles de santé, peut-être que certains les connaissent pas, mais en tout cas, elles sont rendues obligatoires. Et moi, j'invite fortement mes confrères, justement, quand vous avez, comme disait Jordan, le dossier est un petit peu, entre guillemets, bancal et risque d'être... plus, en fait, vous avez d'arguments qui vont dans le sens de je m'investis dans une zone, j'y suis déjà parce que, voilà, ma famille est allée avant, et ben, tout ça, ça participe, si vous voulez, à l'appui de votre dossier. Si le dossier, malheureusement, est relativement vide, nous, quand on siège en commission, il faut savoir qu'on est 6 contre 6, hein, je le rappelle, quand vous faites des demandes d'installation dans des zones non prioritaires, vous avez 6 personnes de syndicats respectifs, hein, des 3 syndicats principaux en France, et puis vous avez en face 6 administrateurs. La chose est très simple, il faut la majorité des 2 tiers, et je rappelle que nous n'émettons qu'un avis. 70. Quoi, 70 ? C'est pas 70% plutôt? Il faut la majorité des 2 tiers. C'est à vote des 2 tiers. Quand la majorité des 2 tiers est obtenue, c'est-à-dire que sur un dossier comme le vôtre, vous obtenez l'aval des 2 tiers de la commission. Deux choix se posent au directeur de la caisse, puisque c'est lui qui prime sur la décision finale. Il va regarder l'avis. Soit il valide l'avis. Il dit moi je suis l'avis de la commission. Et là il va vous envoyer un courrier pour dire suite à la réunion, blablabla, la majorité, je donne mon accord. Soit il est contre cet avis, et ça arrive. Et là il est obligé de saisir la commission paritaire nationale, qui décidera, elle, de la décision. On a eu un dossier récemment, Jordan, en Savoie, où le directeur s'est amusé, pour une raison qui nous a échappé, à refuser le dossier d'installation d'une consoeur alors qu'il y avait la majorité des 2 tiers. Bien, tenez-vous bien, le dossier est parti en CPN, il était tellement acadabrantesque que la CPN a renvoyé dans ses basques le directeur en disant vous prenez votre décision. Finalement, à force de pression, il a fini par accepter. Parce que le dossier était relativement bien ficelé et qu'on ne comprenait pas pourquoi il l'avait refusé. Mais malheureusement, quand les dossiers sont pauvres, nous, en face, on n'a pas beaucoup d'arguments, quoi. Et là, la majorité, elle s'effondre. On a souvent des médecins, nous, au sein de la caisse, là, on a souvent des médecins quand même qui sont des professionnels et comprennent les difficultés d'installation. Donc, quand le dossier est très argumenté avec des bons appuis, moi, je vous conseille vraiment d'argumenter à max. Quand vous avez des problèmes de raisons économiques, quand vous avez des spécificités d'activité, quand vous avez des rapprochements familiaux, quand vous êtes investi dans la future commune, tout ça, ça peut peser. Et si vous amenez simplement, comme le disait Jordan, je m'installe parce que voilà, j'ai envie, là, nous, en face, on est pauvres et on se fait dézinguer, faut être clair.
On ne pourra pas le défendre. Et oui, vas-y. Excusez-moi. Et le fait qu'on ait déjà exercé plusieurs années de manière conventionnée, qu'on ait par exemple 10 ans d'exercice, ça ne donne pas plus de poids à notre dossier qu'à notre dossier, quoi. Non. Non, ça, c'est pas du tout pris en compte. D'accord. Mais oui, dans le dossier, également, les choses qui peuvent fonctionner, c'est d'aller voir effectivement la CPTS qui est en place, etc., et leur demander des écrits. Si les médecins du coin, par exemple, la CPTS du coin dit dans la zone, on a énormément de mal à trouver des kinés pour nos patients parce qu'ils ont de l'attente, ça peut faire un poids aussi supplémentaire, par exemple. Donc, ça peut être le maire de la commune, ça peut être, au plus il y en a, en fait, des courriers, au mieux c'est. On a eu des dossiers à traiter comme ça, puisque du coup, avec David, on est tous les deux en commission paritaire départementale en Savoie. On a eu des dossiers à traiter comme ça, où ils étaient allés voir les médecins, le maire, etc., pour avoir des courriers qui disaient que ils étaient en galère, que les gens ne trouvaient pas de kiné sur la zone. Et du coup, ça fait un poids supplémentaire pour nous défendre le dossier. Et le fait que la zone soit extrêmement saisonnière, avec une activité qui augmente énormément, est-ce que ça, il faut l'argumenter dans un dossier également, avec des chiffres et sur effectivement la population estivale et surtout hivernale de la commune? Sur une installation pour la saison hivernale, c'est-à-dire les contrats d'exercice temporaire ou la prise d'un assistanat dans une station ou dans une zone effectivement à forte variabilité touristique, oui. Par contre, là, si c'est pour une installation à l'année, ça ne marchera pas. Puisque dans ce cas-là, la CPM, à juste titre, va dire très bien, vous allez bosser plus pendant l'hiver et l'été, mais en intersaison, vous allez faire quoi? Et du coup, c'est pas quelque chose qu'il faut avancer sur une installation à l'année. Ça représente quand même quasiment 6 mois de l'année où la population est quand même vraiment plus importante. Et oui, mais il y a 6 autres mois où si on autorise plusieurs dossiers de cette façon-là, ça va mettre en péril les cabinets autour parce que peut-être qu'il n'y aura plus assez de patients. En tout cas, c'est ce que la CPM avance, qu'il n'y aura plus assez de patients pour tous les kinés sur place parce qu'ils estiment qu'il y en a trop. Qui se retrouvent jamais. Hein. Il n'y a aucune zone non prioritaire où les kinés disent qu'ils n'ont pas assez de boulot. Mais bon, ça c'est un autre débat. Très bien, merci pour votre réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Je n'ai pas noté d'autres questions. Il y avait Baptiste, mais il a enlevé sa main. Il y avait Ouais. J'ai bien une question. J'ai besoin d'une petite précision parce que j'ai pas eu la même compréhension que vous de l'avenant concernant le monsieur qui était dans le Cantal, qui voulait savoir si des nouveaux diplômés pourraient s'installer dans son cabinet une fois, disons 2028, du coup, pour ceux qui ont commencé avec le nouvel avenant. Moi, j'ai lu dans l'avenant que peut s'installer en exercice libéral sous convention le masseur kinésithérapeute qui remplit au moins l'une des deux conditions suivantes, justifiée d'une expérience professionnelle préalable de 2 ans en établissement sanitaire ou 2 ans en zone très sous-dotée ou sous-dotée. Donc pour moi, quelqu'un qui voudrait rejoindre son cabinet en zone intermédiaire, il ne pourrait pas. Et je pense que c'est comme ça que monsieur, je vois pas ton nom, désolé, avait compris l'avenant. C'est ce que. Oui, je confirme que c'est comme ça que j'avais compris l'avenant, oui. Non, je redis bien, la limitation ne portera que sur les zones non prioritaires. Le conventionnement en zone non prioritaire est subordonné au fait d'exercer en zone sous-dotée au préalable ou en établissement sanitaire ou médico-social. Ouais, mais là, ça ne concerne que les zones non prioritaires. Conditions d'installation en exercice libéral sous convention. C'est pas du tout écrit en exercice libéral en zone non prioritaire. Ouais, mais ça doit être dans la partie de l'avenant. Ça dans la partie de l'avenant où on parle de conventionnement restrictif. Et donc, ça ne concerne que le non prioritaire. Ouais. À éclaircir peut-être. Alors. Ouais, moi, je suis sûr. Là, je suis sûr. Attendez, sinon, ça veut dire que 70% de la population française, dans 70% des zones en France, il ne pourrait pas plus y avoir du tout d'installation. Il faut arrêter le délire. Et pas du tout d'installation sans passer par les 2 ans dans des zones non sous-dotées. Personnellement, moi, c'est ce que j'avais compris. Mais
Et c'est ce qui Non, est mais écrit dans l'article 4 de l'avenant. Après, est-ce que c'est précisé plus tard, mais dans le 4.1.1, c'est écrit noir sur blanc. non, mais comme dit Patrick, ça paraît impossible que des kinés qui sortent soient réduits qu'à 30% de la zone. Je veux dire, comment voulez-vous qu'à ce moment-là, on remplace les personnes qui cessent leur activité dans 70% d'un territoire national? C'est impossible. Ouais, dans 4 ans, ça serait la foire d'Empogne, là, oui. Ouais. Ça serait un mais, énorme glissement qui irait de l'Est vers l'Ouest de la France, parce que la plupart des zones, la très grande partie des zones sous-denses se trouve dans l'Ouest de la France. Ouais, c'est pas très bien. En tout cas, c'est pas très bien écrit dans l'article 4.1.1, donc j'irai voir un peu plus loin, mais je préfère. Je reprends vite la parole rapidement. Je pense qu'on a les adresses de tout le monde et on reviendra sur ce point. On va éclaircir ce point sur la question de Baptiste. On va éclaircir ce point concrètement pour savoir comment apporter une réponse concrète. On a vos adresses mail à tous et on vous apportera une réponse claire par écrit sur ce point-là, si vous voulez bien, puisque ça demande éclaircissement. Merci. D'accord, ouais, très bien. On attendra l'éclaircissement. Merci d'avance. Merci, Camille, monsieur le président. j'ai à nouveau une question. Je ne sais pas si je peux la poser. Vas-y. Ouais. Moi, j'avais compris juste avant comme eux que tous les étudiants qui sortaient des études devaient 2 ans, que ce soit à l'hôpital ou en zone sous-dotée, avant de s'installer en libéral. Bon, bref. Une autre question, à partir du moment où on cède son cabinet, pour sa retraite ou on cesse son activité, est-il prévu une disposition pour pouvoir attirer des personnes, je m'exprime, aujourd'hui par exemple des assistants qui ne veulent pas reprendre un cabinet, est-ce qu'on aurait une possibilité de faire venir des personnes d'une autre zone par dérogation pour s'installer avant de racheter un cabinet? C'est prévu ça ou pas? Parce que la question se pose, si par exemple si je veux acheter un cabinet, je vais d'abord vouloir travailler dans ce cabinet, je ne vais pas acheter un cabinet comme ça de but en blanc. Donc voilà, les cabinets vont forcément se vendre entre gens de la même zone. Comment ça se passe ça? Alors, si j'ai bien compris la question, Non, si, en fait, Simon, vas-y. Au moment où je cède mon cabinet, voilà, j'ai des assistants dans mon cabinet, je cède, je prends ma retraite ou j'arrête mon activité. Pour vendre mon cabinet, je n'ai pas beaucoup de solutions. Par exemple, un cabinet qui est censé fonctionner à 7 personnes, si on est 3 associés à arrêter parce qu'on prend nos retraites et qu'on a le même âge, il faut qu'on vende à 3 personnes. Comment on va faire pour, voilà, concrètement, attirer des gens? Puisque par définition, par la loi, en fait, des gens d'une zone autre que la nôtre ne peuvent pas venir s'installer. C'est le genre de questions que je me pose. Parce que là, c'est pareil, on a une dévalorisation des cabinets. Si on ne peut pas les revendre, je parle toujours pour les gros cabinets, hein, pas les petites structures. Mais un cabinet comme le nôtre, à 3 associés avec 5 assistants, comment se passe la transmission, quoi? Parce que c'est pareil, des assistants, ils ne vont pas acheter un cabinet s'ils ne peuvent pas prendre des assistants. Voilà, tu parles donc, on est bien d'accord, des zones non prioritaires. Exactement, pardon. Oui. Alors, non, mais c'était juste une précision. Alors, premier point, j'aurais tendance à dire l'inverse, Camille, c'est que, et d'ailleurs, il y avait une question tout à l'heure à ce sujet qui disait, est-ce qu'il n'y a pas des assistants qui vont vendre leur conventionnement? Je pense que les cabinets qui sont dans des zones non prioritaires, ont indirectement par rapport aux zones sous-dotées, une revalorisation. Parce que dans des zones où il y a pléthore, où il n'y a pas assez de kinés, s'installe qui il a envie et personne. Et le pauvre kiné qui est à côté, qui va vendre sa patientèle, il va dire tu ne vois quand même pas que je vais te l'acheter, puisque de toute façon, il n'y a personne dans la zone. Donc, pour répondre à ta question plus précisément, je pense que si effectivement dans un cabinet de groupe, un confrère s'en va, c'est sûr que la personne ne peut pas venir en supplément
pour voir un peu comment ça se passe et décider d'acheter. Par contre, il peut y avoir des moyens plus tout à fait légaux, hein, mais qui sont des possibilités intermédiaires. C'est de le prendre comme remplaçant, par exemple, si la personne est très intéressée, à raison de 2 ou 3 fois par semaine, de définir les dates. Vous envoyez ça au Conseil de l'Ordre, qui peut autoriser cette activité entre guillemets intermédiaire, hein. Il y a des dérogations qui sont acceptées. Et puis, il viendra en remplacement 3 jours par semaine. Toi, tu continues à travailler le mardi et le jeudi. Et puis, si l'affaire est faite, il prendra ton conventionnement à la fin. Voilà. Mais venir en supplément comme ça dans un cabinet de 5 ce sera refusé, puisque ce sera ni plus ni moins qu'un assistant supplémentaire dans un cabinet. Alors, même si tu expliqueras à la commission que tu vas prendre ta retraite et passer. Oui, en tout cas, rien ne dit que tu vas t'arrêter tout de suite. Que tu vas t'arrêter tout de suite, mais rien ne dit que ça ne va pas faire une personne de plus. Par contre, je pense que dans ce cadre-là, tu peux très bien trouver cette solution intermédiaire. Alors, la question que je me pose en direct, est-ce que la Caisse accepterait à 6 mois de la retraite que quelqu'un vienne en supplément en vue d'acheter? Je ne suis pas certain de la réponse. Ouais, d'accord. Ok, merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions, en tout cas plus personne qui a levé la main. Il y en a juste une dans la conversation. Une question de Juliette qui demande: est-ce qu'on peut avoir un remplaçant même en continuant de travailler? De façon très exceptionnelle, en motivant la demande. Voilà. Non, mais il faut, ça, c'est prévu dans l'article 107 du Code de déontologie. Oui, ça m'est arrivé dans le Cantal. J'ai une confrère qui est partie du jour au lendemain et j'ai pu. Et la caisse m'a autorisé, donc le président de la caisse m'a autorisé à avoir un remplaçant alors que je travaillais, mais j'ai un courrier en ce sens bien rédigé par la caisse. Et on peut même aller plus loin. C'est pas la caisse, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Tout à fait. C'est l'ordre. L'accord de l'ordre. Et on peut aller plus. Oui, en 2005. D'accord. Et on peut aller plus loin dans la réponse, c'est qu'on peut même définir un horaire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, je remplace de 8h à midi et l'autre personne me remplace de 14h à 19h, par exemple. Si le Conseil de l'Ordre valide, à partir de là, il n'y a aucun souci. Mais il faut absolument présenter le dossier au Conseil de l'Ordre pour que le président de l'Ordre donne dérogation sur ça. Si ce n'est pas fait, et ça arrive malheureusement parfois, vous êtes à la fois illégal à double titre et on va vous demander le remplacement d'un dû, puisque effectivement, pendant que vous étiez censé ne pas être en activité, vous facturez les actes. Les règles ont changé depuis 2005. À savoir qu'ils ne vont jamais venir vérifier dans votre cabinet si vous bossez effectivement de 8h à midi et votre remplaçant de 14h à 18h. Par contre, leur moyen de vérifier, c'est le nombre d'actes faits. Voilà. Et donc, effectivement, si ça ne concorde pas et que vous avez fait 20 actes de 8h à 12h, ça ne peut pas marcher. Et là, ils risquent de vous tomber dessus, effectivement. Il faut que ça soit cohérent. C'était bien dans le courrier à l'époque déjà, le volume d'actes était signifié que, au vu du volume d'actes à réaliser, ce n'était pas possible de le faire avec un seul confrère et que c'était en fin d'année et qui trouver un assistant, quelqu'un qui veut bien faire un assistanat pour 3 mois en fin d'année, c'était strictement impossible. Voilà. Oui, puisqu'on en est sur les installations, là. On peut pas, là. Je voudrais préciser 2 petites choses. Je ne pense pas que c'était abordé. Donc, la succession d'un kiné, ça a été abordé ou pas? Je ne me souviens plus parce que j'ai fait d'autres choses en même temps. Donc, à compter de sa cessation d'activité, un kinésithérapeute dispose de 2 ans pour désigner son successeur en zone non prioritaire. Oui, c'est un avis de l'auditeur. Ok, bon, d'accord. Et l'exercice. Mais tu n'écoutais pas, Philippe. Mais non, j'écoutais. L'exercice à domicile en zone non prioritaire. Comment? L'exercice à domicile en zone non prioritaire, tu l'as. C'est fait aussi, monsieur Torio. Vous relirez le diaporama. Pas de problème. Alors, par contre,
Par contre, pour l'histoire du 4.11, l'avenant 7 prévoit que l'installation en libéral sous convention est possible pour le kinésithérapeute qui justifie d'une expérience de 2 ans en établissement ou s'engage à exercer au moins les 2 premières années de son conventionnement en zone très sous-dotée ou sous-dotée. Et c'est tout. C'est ce qui est noté dans l'avenant, mais je pense qu'il va falloir qu'on revoie ça, effectivement, comme le disait Président tout à l'heure. Il faudra qu'on revienne dessus. Est-ce que Cécile, dans le chat, pourrait c'est ce que j'allais dire, il y a une question intéressante. Est-ce que le titulaire est en droit de modifier les clauses de non-concurrence de son assistant dans les zones non prioritaires? Oui, si c'est signé par l'assistant. C'est ça. Mais quelle était la question derrière tout ça? C'est par un avenant. J'imagine que c'est pour que quelqu'un que l'assistant ne s'en aille pas pour s'installer juste à côté si c'était pas signé comme ça au début. D'accord. Ouais, bah, la réponse est tombée de Patrick. S'il le signe, il n'y a pas de souci. C'est ça. Il faut qu'il soit d'accord. Il me semble bien que dans les... il me semble bien que dans les contrats d'assistanat, maintenant, on est obligé de bien noter que l'assistant peut se créer sa propre patientèle, indépendamment du cabinet. Ça, c'est pour les collaborateurs. C'est les assistants collaborateurs, oui. Et pas les assistants tout court. Oui. Voilà. D'accord, il y a une différence entre les deux. Donc, Cécile voulait intervenir, du coup? Oui, c'est moi qui ai posé cette question. Il se trouve qu'en fait, j'ai un changement de titulaire dans mon cabinet. Donc, au départ, il y avait 2 titulaires. Aujourd'hui, elles sont 3, dont une qui était déjà là auparavant, qui m'avait fait signer une première clause et qui, aujourd'hui, veulent toutes les 3 la modifier parce que le zonage risque d'évoluer. Elle veut la modifier dans quel sens? Aujourd'hui, c'était noté que la clause concernait la zone d'Annecy telle que définie en 2018. Et elle veut noter aujourd'hui la zone de conventionnement en imaginant que ça peut évoluer. Non, mais déjà, la zone d'Annecy, c'est énorme. Bien sûr. Mais en fait, sa crainte, c'est qu'il y ait justement des regroupements, que le bassin de vie ne concerne plus que la zone d'Annecy, mais qu'il y ait des regroupements de communes. Et que, de fait, elle veut mettre la zone de conventionnement et plus la zone Annecy, parce que si un jour c'est Annecy et la commune juste à côté, bah, je risque de partir avec mon conventionnement en ce moment-là. Oui, mais comme l'a dit Patrick tout à l'heure, alors pour être clair, pour connaître un tout petit peu Annecy, grosso modo, pour l'instant, tu as Annecy. Si demain, le bassin de vie comprend Sénaux et que tu veux aller t'installer à Sénaux, tu ne pourras plus. Bah, si je mets la zone de conventionnement, non. Voilà, bah, tu refuses de signer et c'est ton contrat qui fait foi. C'est pas aussi simple que ça. Tu dis, moi, j'ai un contrat, je ne modifierai pas la zone. Et tu es dans ton droit de le refuser. Oui, mais maintenant, si tu acceptes de le signer, c'est ce qu'on... Pardon ? Comment je fais, étant donné que c'est plus qu'une titulaire qui est concernée, mais qu'il y en a aussi 2 nouvelles? C'est que là, avec les nouvelles, je n'ai pas de contrat aujourd'hui. Alors là, alors attends, tu avais signé un contrat avec combien de titulaires au départ? Avec 2. Alors, tu avais 2 contrats? J'avais 2 contrats. Okay. Sauf que celle qui est partie a vendu à 2 personnes. Elles se sont associées à 3. Donc, avec les 2 nouvelles personnes, aujourd'hui, on est en train de rédiger les contrats. Mais avec ces 2 personnes-là, aujourd'hui, je n'ai pas de contrat. Oui, mais tu peux pas avoir, je pense, Patrick me contredira pas, tu ne peux pas avoir un contrat dans le même cabinet qui diffère dans les zones tu vois ce que je veux dire Oui, voilà, c'est mais pour répondre à ta question. Non, mais ça coupe un peu, mais pour répondre à ta question, grosso modo, tu avais 2 contrats. Maintenant, tu n'en as plus qu'un qui fait foi. 2 nouveaux titulaires rentrent. Ils veulent modifier, on va dire, la clause de non-concurrence. Mais tu as une clause de départ. Donc, soit tu signes pour les 2 nouveaux plus l'ancien et tu reformules ta zone de non-concurrence, qui va être défavorable. Mais aujourd'hui, c'est ta clause de départ qui fait foi. Donc, si tu dis, moi, je ne veux pas changer de zone, tu ne peux pas avoir 2 contrats avec 2 titulaires d'une certaine zone de non-concurrence et le premier de départ d'il y a 5 ans en arrière, par exemple, je ne sais pas depuis combien de temps tu travailles, avec une autre zone. C'est incohérent.
Donc, c'est soit les trois enfin, ont la même zone de non-concurrence, mais dans un même cabinet, tu ne peux pas avoir… c'est pas possible. Enfin, je pense que Patrick me contredira pas là-dessus. Je suis d'accord. Donc, si tu refuses la nouvelle zone, eh bien, c'est ton contrat de départ qui fait foi. D'accord. Même si elles risquent de perdre leur conventionnement. C'est-à-dire de perdre le conventionnement. Bah, si demain la zone s'étend à Annecy-Sénaux, typiquement, et que je vais travailler à Sénaux, dans ces cas-là, moi, je peux garder mon conventionnement. Mais c'est toujours, c'est toujours la même guerre aujourd'hui qu'on voit régulièrement dans les difficultés de conciliation entre confrères au Conseil de l'Ordre. C'est ce que je disais tout à l'heure au départ. Si tu veux signer une clause de non-concurrence autour de 40 km, tu la signes, bah tant pis. Mais tu as quand même, à un moment donné, le choix de pouvoir quand même exercer dans une zone relativement éloignée de ta zone de départ. Annecy est déjà relativement grand. Si demain tu vas dans une commune au-delà et que tu veux la signer, bah, tu la signes. Mais je comprends ton souhait et on voit souvent des confrères relativement jeunes qui dévoilent. Nous, on a eu un dossier, moi j'ai eu un dossier l'année dernière sur Aix-les-Bains où une consoeur voulait à tout prix interdire le confrère qui quittait son cabinet de partir. Alors, on n'a pas fait une conciliation, on a fait une, aide-moi Patrick, avant la conciliation. Oui, j'ai plus le terme. Enfin, c'est une sorte entretien préalable. Voilà. Un entretien préalable. Entretien confraternel. Entretien confraternel, merci. Où moi, j'y suis allé en tant que confrère et à un moment donné, c'était tendu. Mais voilà, c'est toujours complexe. Alors après, quand c'est signé, c'est signé. Mais tu es en le droit de dire non, moi, je veux rester sur ma clause de départ. Je ne vais pas étendre la zone qui va mettre, à un moment donné, qui va rendre peut-être mes futurs projets dans 5-10 ans anéantis parce que vous me rajoutez des zones. Après, il suffit de rajouter Rumilly. Après Rumilly, ce sera Aix-les-Bains. Après Chambéry. Puis après, tu auras toute la région Rhône-Alpes où tu ne pourras plus t'installer, quoi. Ouais. Ok, merci. Voilà, tu es dans ton droit. Il n'y a plus d'autres questions, apparemment. Personne n'a relevé la main et il n'y a pas d'autres questions dans la conversation. Je pense, si mes confrères sont d'accord, qu'on peut s'arrêter là. Est-ce que ça convient à tout le monde? Eh bien, parfait. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous pouvez toujours contacter du RPS si vous avez des questions précises sur le zonage ou alors les représentants syndicaux de votre département, peu importe le syndicat. Il y aura toujours des gens qui seront là pour essayer de vous aider. Et voilà, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Philippe? Non, moi c'est tout bon, il n'y a pas de problème. Je pense vraiment que l'histoire des 2 ans, il faut passer dans une zone soit déficitaire ou dans un établissement médico-social ou en centre de santé. Hein. Monsieur le Président, vous voulez conclure? Oui, si vous m'entendez, parce que je suis sur la route, mais je remercie les participants. Je trouve que les débats ont été de qualité, les réponses apportées aussi. J'espère que ça a satisfait tout le monde. C'est un peu nébuleux encore parce que voilà, on est encore un peu dans le flou artistique et on reviendra sans faute sur la question des 2 ans dans les zones sous-dotées obligatoires. On va se pencher sur les textes et puis faire une réponse par mail à tous les participants de ce soir. Voilà, je vous remercie d'avoir participé. Je remercie l'ensemble de la commission démographique d'avoir travaillé le sujet et puis d'avoir animé les débats. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et j'espère que vous m'entendez parce que je ne suis pas sûr d'être dans une zone très, très passante. Voilà, merci à tous. Merci à tous, bonne soirée. Et attention sur la route. Bonsoir. Bonne soirée.